C'est Podcast, ton moment poker c'est sûr. Surtout si tu es une serrure. Avec Flavien, M-Trip et Chauffe qui peut. Installez-vous, on joue un peu. Allez, c'est parti les gars, on est parti pour un nouvel épisode de podcast. Du coup, aujourd'hui, on va aborder en thématique principale les satellites en MTT, savoir si c'est EV+ ou pas, quels sont les intérêts de les jouer, en tout cas selon nous. On va parler des actus poker, bien entendu. On vous fera un quiz, une anecdote et un start bench cut qu'on vous a préparé. Donc voilà, salut Adri, salut Flavien, j'espère que vous allez bien. Un petit peu tendu, je me suis levé du pied gauche, mais bon, écoute, c'est le taf, hein. On va faire le boulot. C'est à force de pas gagner TTF sur l'horizon. C'est ça. C'est le taf. Le mec est même pas rémunéré pour ce podcast et il nous sort c'est le taf. Écoutez, moi ça va. Hein. Le problème c'est que ça fait une demi-heure qu'on en appelle et on n'a toujours pas record quoi que ce soit. Donc c'est un peu problématique. Mais bon, avançons. On va y aller. D'ailleurs, je vais te demander de commencer par ton actu, Flavien. Comme ça, on commence podcast de la mauvaise humeur. Je vais essayer de rattraper ça. Allez. Donc, la Pro Dream. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est marrant parce que sur nous trois, il y avait une personne de nous trois. C'est qui la connaissait pas? C'est Adri? Non, c'était toi, Robin, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc la Pro Dream, c'est un truc qui permet d'obtenir un contrat chez PMU Poker. Ça existe depuis bien, je pense, 7 ans, je dirais. Enfin, même probablement plus. Je sais pas si tu as une idée, Adrien. Mais de mémoire, Erwan Pêcheux, il avait eu son premier contrat avec ça quasiment, non, si je dis pas de bêtises. Donc ça date, tu vois. Donc Pro Dream, ça existe depuis très longtemps et c'est un contrat d'une valeur de 50 000 euros. Il y a tout un procédé un peu à la Top Shark chez Winamax où tu vas jouer des tournois pour te présélectionner, tu as des leaderboards. Ensuite, dans cette sélection-là, il y a encore une sorte de leaderboard de nouveau pour jouer pendant une semaine. Et après, tu vas devant un jury. Et je sais pas, les 10 derniers sélectionnés devant le jury vont essayer de faire bonne impression. Et le grand gagnant sera sélectionné pour intégrer la Team Pro PMU pendant 1 an avec un contrat de 50 000. L'année dernière, le vainqueur c'est Antoine Berruel, qui a fait une plutôt bonne année d'ailleurs. J'ai vu qu'il avait communiqué sur les réseaux un peu le récap de son année. Il avait fait une plutôt bonne année, notamment avec les Deep Run à Vegas, je crois le main, si j'ai pas de bêtises. Et cette année, il y a 2 contrats à 50K à gagner. Donc ils ont doublé la mise, ils ont une volonté d'être un petit peu plus présents en termes de joueurs. Sur le circuit, c'est très cool. Et voilà, c'est cette semaine. Donc, au moment où on parle, au moment où le podcast sera émis, les leaderboards sont déjà terminés. Il ne restera plus que les jurys finaux. Voilà, donc on connaîtra toujours pas le vainqueur de cette Pro Dream. Et du coup, prochain épisode, prochaine actu, on pourra vous dire qui sont les 2 prochains Team Pro PMU. J'ai une question, du coup, Flavien, je sais pas si tu sais, mais est-ce que sur les 50 000 balles, tu as des tournois qui sont un peu mandatory, type le circuit PMU, ou c'est toi qui fais ton planning, ton calendrier? J'ai pas tout. Je peux demander pour la prochaine fois, histoire que ce soit un peu plus précis. Mais ce qui est sûr et certain, quasiment, c'est qu'ils vont jouer les FPO, j'imagine. Ouais. Je vois pas comment ils pourraient pas jouer les FPO. Ouais, c'est tout à fait logique. Et je pense que de toute façon, même si c'est pas obligatoire, ça me semble plutôt logique que tu as envie de représenter la marque et que tu y ailles et que tu aies envie de faire bonne impression. Ne serait-ce que parce que tu as une opportunité peut-être de reconduire le contrat si jamais ça se passe très bien et tout. Donc tu as envie de faire bonne figure. Donc les FPO me semblent obligatoires, que ce soit de fait ou par principe. Et probablement le main des WSOP, parce que je me rappelle qu'historiquement, chaque vainqueur de la Pro Dream a toujours joué le main event. Donc je suppose qu'il est peut-être dans le contrat aussi. Voilà. Mais si tu veux, j'irai poser la question directement aux gens de PMU et j'essaierai de revenir avec l'info précise. J'ai une autre question, mais est-ce que tu veux rebondir, Adrien ? Je veux bien rebondir ou répondre, et c'est surtout par rapport au calcul des points. Je regardais la page là pendant que Flav parlait, et sur Winamax je sais que le calcul du barème, donc en gros pour se qualifier pour la Pro Dream, là faut jouer le maximum de tournois et gagner un maximum de points en finissant le plus tard possible dans le tournoi, sauf que ici la formule c'est racine de n sur racine de r avec le nombre de participants et la position finale, ce qui veut dire que ça ne prend pas en compte le buy-in, et donc en fait on se retrouve avec des joueurs qui jouent à BI 50, 80, 100 à jouer des 2 euros et des 5 euros sur PMU parce que ça rapportera autant de points que d'aller gagner la Queen, qui est le tournoi, non le High Roller pardon, non la Queen pardon, qui est le tournoi à 100 euros, qui est le tournoi le plus cher chaque jour sur PMU. Et du coup j'ai notamment pu voir en story sur l'Instagram de Mathieu Marie qu'il était en TF du mini épopée, qui est un tournoi à 2 euros. Et donc du coup ça fait jouer des joueurs sur des buy-in entre guillemets ridicules pour eux quoi. Messieurs, j'ai une question pour vous. Vous pouvez répondre dans les commentaires, vous qui écoutez le podcast. Est-ce que vous avez arrêté d'écouter tout simplement quand il a dit racine de n et vous n'avez pas écouté la suite? Parce que c'est à peu près ce qui s'est passé dans ma tête. Moi. Voilà. T'es mal placé. N'hésitez pas à le dire en commentaire.
c'est pareil, dès que je fais des mots de plus de 3 syllabes, je me dis que je suis en train de perdre une partie de l'audience, je regrette. Mais en gros, ça prend pas en compte le buy-in, le calcul des points. Non, mais c'est une info importante en vrai, c'est cool de savoir ça. Moi, je me demandais si t'es PMU et que t'as un mec qui est qualifié comme ça et du coup 2 mecs pour cette année, est-ce que t'as plus intérêt de les faire jouer sur ton circuit, tu vois, FPO, ou est-ce que t'as plus intérêt à aller les faire rayonner sur d'autres circuits? J'ai l'impression qu'au final, t'as peut-être plus intérêt à les envoyer sur d'autres circuits pour faire parler de ta marque, Alors attends, t'entends quoi par autre circuit du coup? Parce que contrat de 50K, faut aussi voir que ça comprend des frais et que bah t'as vite fait. Enfin, si tu commences à jouer des EPT et tout, le contrat il est vite brûlé. Hein. Non, je pensais même au DSO, tu vois, tous les trucs un peu comme ça, de les envoyer sur d'autres circuits pour faire connaître en fait ta marque. Tu vas à table, le mec il voit le logo PMU, il se dit bah ok, t'es sponsorisé, ah non j'ai gagné un package, ah bah trop cool, moi je vais peut-être essayer l'année prochaine, tu vois. Et Je pense que là la réponse elle est justement dans ce fameux jury, dans les profils qui vont venir se présenter. Est-ce que le jury va vouloir quelqu'un qui joue plein de circuits live en France et qui va pouvoir représenter la marque un peu de partout en France, ou est-ce qu'elle va préférer quelqu'un qui va aller jouer des tournois beaucoup plus chers, etc. Et c'est justement là où il y a des profils qui vont se démarquer, et j'imagine que c'est justement ce fameux jury-là qui pourra trancher. Et après la question, est-ce qu'ils préfèrent l'un ou l'autre? Bah là, ils auront le choix, puisqu'ils auront 2 personnes, donc peut-être qu'ils pourront prendre un, je sais pas trop. Mais je pense qu'effectivement, tu veux surtout rayonner en France. D'autant plus que c'est assez dur de rayonner à l'international aussi fort que les autres rooms, notamment. Alors cette année, je crois que j'ai eu un inside et ils veulent pas uniquement rayonner en France. Et effectivement, ils vont prendre l'opportunité d'avoir 2 profils différents pour en envoyer un sur les FPO, DSO et également les Event Winner. Et le deuxième, ils vont tenter un shot, ils vont l'envoyer sur un 50K Triton à Rosvadov. Et si ça passe, bah là c'est jackpot parce que du coup en TF, maxi visibilité. J'ai cru au début qu'il allait être sérieux et je me suis dit non. Et au bout d'un moment, c'était bien amené en vrai. Hein. Il a été bon. Il était pas mal. Ouais. Pas mal. Ok, bah écoutez, Adrien, tu veux rajouter un truc sur l'actu de Flav ou pas? Non, rien de plus. Bah écoute, si tu veux enchaîner avec la tienne, let's go. Alors, moi il s'agit des WSOP, vu qu'on en parle chaque podcast depuis la création. Cette fois-ci, il s'agit du coverage français des WSOP de cette année, qui va être réalisé par Winamax. Ils ont racheté les droits et donc ils vont diffuser l'intégralité des tables finales pendant toute la période, à savoir la période qui s'étend du 29 mai au 5 août, et ils vont les diffuser sur leur chaîne YouTube, donc Winamax Poker. N'hésitez pas évidemment à aller la suivre, mais surtout ils ont recruté un large panel de commentateurs, puisque le commentary aura lieu tous les soirs de 23h à 8h du matin. Et donc du coup il y aura Pierre Calamusa, Sacha Pirocohen, donc le gagnant du WPT, il y aura aussi Nicolas Dumont, il y aura aussi toi. Enfin bref, il y aura pas mal de monde, il y aura également moi effectivement. Z-Chance aussi, je crois, non? Il y a Z-Chance, c'est ça. Enfin, bref, il y aura Ponce P, dont Londam, il y aura tout le point .fr qui ne sera pas à Vegas, qui pourra commenter ça, donc ça va être super sympa de suivre ça. Et en fait, il y aura un dispositif où il y aura 4 tables télévisées, et ce seront les casters qui vont choisir parmi ces 4 tables télé lesquelles sont les plus intéressantes à commenter, etc. Et en fonction du programme qui a été fait, il y aura des périodes où il y aura beaucoup plus de variantes. Donc je pourrais par exemple me retrouver à commenter du Deuce to Seven, Triple Draw ou ce genre de choses. T'as appris les règles au moins, tu connais un peu? Je ne connais absolument pas, mais on m'a dit que Ilad n'était un règle de variante, et vu que je vais commenter une partie avec lui, je me reposerai sur lui, mais du coup ça va être intéressant de découvrir ça. Et il y aura évidemment la TF du main qui sera couverte, mais je crois que c'est pas un November 9, mais je crois qu'il y a une petite pause entre l'avant-dernier jour et la TF. Ils ont pas annoncé, je crois, mais je crois que ça sera sûrement en août, ouais. Voilà. Je crois pas qu'ils ont annoncé officiellement, j'ai pas vu en tout cas. Et ça donc, c'est du coup, trop je trouve cool, ça en vrai. très très cool, ouais. Moi j'avais demandé à Damien et apparemment les replays seront aussi disponibles. C'est-à-dire que ça va être en live effectivement sur les heures WSOP. Donc 23h, 8h comme tu l'as très bien dit. Mais 22h je vois sur le truc, il faudra que je vois bon. Ok. 22, ouais. Et du coup tu pourras accéder, pour ceux qui ne sont pas noctambules, pour regarder en journée, tu auras les replays normalement sur la chaîne Winamax Poker, ce qui sera trop cool aussi. Donc ça c'est sympa. Et est-ce que tu veux rebondir par rapport à ça toi, Flav? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Non, bah c'est juste une très bonne nouvelle, je pense, pour les gens qui veulent suivre les WSOP depuis la France, puisqu'il n'y aura plus besoin de s'abonner à PokerGo, déjà pour commencer, donc ce sera gratuit, et puis aussi parce que PokerGo, il sélectionnait... Il n'y avait pas tant de... Je sais pas si vous étiez des règles un peu de suivre sur PokerGo, mais sur PokerGo, des fois, il y avait 2 tournois en 2 jours, puis après, il n'y en avait plus pendant 4 jours, et vraiment, il sélectionnait des tournois, ça dépendait lesquels. Il y avait que les tables finales, également. Il y avait évidemment que des broadcasts en anglais. Donc voilà, pouvoir l'avoir en français, avoir beaucoup plus de tournois, on va être beaucoup plus à l'intérieur, on va pouvoir suivre tout ce qui se passe. Et aussi pour que les gens puissent un peu rêver de Vegas, tous ceux qui peuvent pas y aller, j'ai envie de dire, tout simplement. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop cool. En tout cas, comme médiatisation du poker, je trouve que c'est vraiment une super vitrine. Et moi, PokerGo, je regardais pas trop l'abonnement payant et tout. Il y avait juste 1 heure gratuite, tu sais, au début de stream.
Il faisait Ah, 1 heure, sur YouTube. tu remettais en replay sur YouTube. Je regardais ça en général. Quelle Euh, pince celui-là. Ah, ouais, mec, fais les économies. Après, si tu payes tous Tu vas les abonnements, les canals, les beans, les Bah, Pokergo, ouais. les machins, à la fin du mois, t'en as pour 100 balles d'abonnement, donc faut faire des choix. Hein. IPTV. Bravo. Ouais, pardon. ouais. Excusez-moi. On cutera, on prône pas les trucs illégaux ici. Tu sais, quand tu C'est vas commenter, illégal toi, de proposer, pas d'avoir un IPTV. Pardon, excusez-moi, vas-y, continue. tu vends pas un petit package. Adri, tu sais quelle date tu vas commenter ou pas? Yes, je les ai notés, je crois que c'est en juin, c'est vers le 20 juin, quelque chose comme ça. Ah. Je vais faire 7 jours consécutifs. Ça va piquer. Ouais, c'est ça, c'est du 19 au 25 juin, en compagnie de Ilan en partie, également de Nicolas Dumont, que j'adore, donc je vais être ravi de commenter avec Ok. lui, ça va être super. Et surtout, j'ai hâte d'essayer de trouver déjà du plaisir là-dedans, il n'y aura aucun doute, mais surtout un style de commentary, parce que moi j'ai découvert le poker avec un copain qui montrait les streams des EPT de Benny et You, et il me montrait plus ça pour le côté humour, blague et l'ambiance qu'ils arrivaient à mettre que pour le côté poker. Et donc, loin de moi l'idée d'arriver à faire aussi bien, mais j'espère quand même pouvoir proposer quelque chose d'intéressant, parce que commenter pendant 10 heures d'affilée, va falloir essayer de mettre autre chose que du poker pour maintenir une certaine attraction à ça, quoi. Surtout la nuit. Ouais. Vous Ça va serez, être dur d'avoir assez d'énergie la nuit, hein, putain. vous serez accompagné d'un Ponce P ou d'un Damien, ou ça serait vraiment ou Alors, de base, par binôme? ça va être du commentary en duo la plupart du temps, mais il y aura de temps en temps des trios, par exemple peut-être pour l'ouverture avec Pierre, Damien et Ponce, etc. Mais ce sera majoritairement des duos, ouais. Ok. C'est marrant qu'il vous ait mis avec Ilan. Je trouve que vous avez 2 commentaries pour vous avoir entendu commenter un peu parfois sur le Winamax Poker Tour. Plutôt technique tous les deux, quoi. Bon, on essaiera de Ça peut varier être un hyper petit peu. challenging, quoi. Ouais. Mais C'est vrai que, habituellement, ils mettent un animateur avec un analyste. Et Ouais. c'est vrai que là, ça fait deux animateurs qui sont pas des bons joueurs de poker en même temps, donc Ouais. c'est bizarre. Ouais, j'étais sûr que ça allait partir, c'était sûr. trop facile, trop facile. Ok. Tu veux rebondir encore là-dessus, Flav, ou pas? Est-ce que tu peux arrêter de rebondir, Flav, essayer de varier un petit peu ton vocabulaire, parce que pour ça commence à me gonfler. Ton Merci. humour, ton humour. Rebondir Non, un peu non, ton j'ai humour. rien à dire. Bah écoute, moi je serai à Vegas donc je commande pas et j'espère que tu pourras commenter une de mes TF, Adrien. Oh, ce serait un bonheur. Oh, je prendrais Il va un- me trash talk. un putain. malin plaisir. Après, vu tes perfs à Vegas en ce moment, il y a peu de chances que tu arrives à TF une. À Vegas, Déjà, il y a hein. peu de chances que quiconque puisse TF à Vegas. Faut être un peu rationnel et réaliste. Écoutez, mais alors c'est encore moins. normal. moi. C'est T'as ton normal, programme je suis parti 1 mois et demi, le grind n'existe pas, de toute façon il y a beaucoup trop de variance en live. Non, j'y vais C'est pas normal. 1 mois et demi. Par contre, j'y vais 4 semaines. Je peux pas plus. Je Mais déteste t'y vas- trop cette ville pour y aller plus longtemps. Tu vas pile sur la fenêtre de commentaires d'Adri, non? Tu seras dedans, là. Ah, c'est la fin de mon Vegas quand il commente. La toute Ouais, fin. ok. Donc il y a pas beaucoup de shots pour qu'il puisse me commenter. Tu vas jouer des variantes? Il y a un seul tournoi qui est un mix PLO Hold'em parce qu'il est pas très cher. Sinon tout le reste c'est Hold'em. Ok. Ok. Sachant que je joue jamais avec 4 cartes. Hein. Vraiment, je serais de la dead money. Ouais. Et Il oui, paraît j'ai mon qu'à programme, Vegas, Robin. Ça y est. ok. Tu vas. Il y D'ailleurs- a le 5 à 6 max qui est en fin de festival juste avant le main, là. Tu pourras pas le jouer, toi? Je pars avant. Je pars juste avant. Je joue le 3K 6 max, mais je joue pas le 5K 6 max. Ok. malheureusement. Ah oui, donc toi, c'est sûr que tu fais pas le main? Non, je joue pas le main. Putain. C'est fou. toi. J'ai un argumentaire très clair sur pourquoi je veux pas le jouer, mais c'est peut-être pas le sujet ni le Ah, moment. moi, je suis trop donc, chaud que tu le présentes, pas- Bah écoute, je sais que j'ai envie d'aller qu'un mois à Vegas. 3 semaines, un mois à peu près entre les deux. Et j'ai envie de jouer le plus de tournois possible pour pouvoir faire du volume. Et que quand tu joues le main, automatiquement, t'as 50 jours off qui se baladent entre chaque journée du main et tu te retrouves avec une semaine bloquée pour jouer un seul tournoi. Donc j'ai beaucoup moins de temps pour jouer et j'ai pas envie. Alors en réalité, je comprends le kiff de vouloir jouer le main. Je l'ai joué plein de fois déjà. Hein. Mais je comprends le kiff de vouloir jouer le main, mais ça reste un tournoi comme un autre sur lequel tu vas très souvent buster. Et ça me bloque une semaine pour jouer un seul tournoi avec juste des petits sides que t'auras pas très envie de jouer parce que tu seras pas bien dedans entre les journées du main et tout. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Si je savais que j'y allais 1 mois et demi et que je me limitais pas, ok. Mais j'ai pas envie d'y aller plus de 3 semaines à 1 mois à Vegas parce que je suis pas assez... Enfin, parce que j'ai du taf quand je reviens, avant, après, et parce que j'aime pas y aller trop longtemps, quoi. Voilà. Apparemment c'est Ok. épuisant aussi, ouais. Ouais, Vegas, c'est quelque D'ailleurs, chose. petit- Ok. Petit Vas-y, parallèle Adrien. corporate sur Winamax pendant cette période-là, vous aurez également les mini WSOP, pardon, qui sont des tournois à l'image de ceux des WSOP, donc les hold'em, les variantes, etc. avec un buy-in divisé par 100. Donc s'il y a le 5K 6 max, vous aurez un 50€ 6 max. Il Et vient du coup, de ça nous permettra. niquer nos prochaines news. Non, mais c'est smart. Ça en aurait vrai, été dans c'est nos vrai que c'est prochaines cool. news. On Oui, l'aurait bah, ça dans va, nos on est- news dans 2 on semaines. n'est pas dans un sur mois, et là, il nous a l'économie, là. niqué, là. Et je crois qu'il y avait Inos qui avait perf sur le main event des mini WSOP l'année dernière, où il n'y a pas un truc comme ça? Possible, de toute façon, il paye. Je crois qu'il avait ship le main ou le high roller, je sais plus. Il avait J'avoue que pris, c'est le festival online où je suis jamais, perso.
Ouais, moi non plus, Je du sais même coup. pas qui a gagné. Ouais, c'est assez light. De toute façon, il y a peu d'events, etc. C'est en plein été, donc je pense que c'est pas celui qui fait les meilleures affluences, même peut-être celui qui fait le moins d'affluence. Mais si jamais on peut ramener une petite babiole à la maison, ça peut être sympa, quoi. Ah, Donc je il y sais aura un pas petit si ça fait bracelet qui si sera peu offert. d'affluence que ça, les gars. C'est quand même cool de pouvoir jouer des Non, je pense tournois. que ça fait de l'affluence. Je pense plus médiatiquement, genre Ah. on suit un petit peu moins, c'est un peu moins push. Ouais, enfin même par rapport aux séries, aux Pocus, aux machins, c'est quand même ceux Ouais, qui, bien à mon sûr. avis, font le moins de Ouais, moins bien de sûr. garanties. Pour moi, c'est vraiment un truc pour les bus comme Adrien qui arrivent pas à jouer en live et qui vont jouer online, tu vois. Putain, tu vas lui faire fermer sa bouche, je pense. Hein. Tu vas claquer une perf là, à Estoril. Là. Putain, je le sens chaud à Estoril, Adri, je sais pas pourquoi. Ah, Calme, Je serais pas aussi présomptueux, moi. ah, si. Bah, on J'ai fait conscience. un petit pronostic là, parce que du coup, quand le podcast va sortir, ça sera la semaine juste avant Estoril. C'est ça. On T'es pourra sûr se faire un Ah petit. oui, effectivement. On pourra choisir un petit poulain sur le main là-bas. Ça pourrait être cool. Bah, faut qu'on choisisse du coup maintenant là. On peut choisir maintenant. Bah, Sinon, ça marche pas. Jérémy Cochard. Attendez, je vous laisse choisir. Moi, je sais qui choisit. Moi, je sais pas en vrai. Poulain sur le main. Donc on est d'accord, c'est celui qui va le plus loin. On peut prendre Celui qui parmi va. n'importe qui, quoi. Celui qui va le plus loin. Ouais. Bah, vous savez quoi, moi, je mets Adri, moi. Je mets un petit Adri. Putain, il me semble. j'allais dire Adri. C'est vrai. Quoi T'es vraiment un suceur, hein. Est-ce que je vais être content ou est-ce que c'est un maxi jinx en Moi, je veux duo, je jinx sais de ouf. pas. À toi de voir. Eh ben moi j'aurais dit Adri mais avec un H parce que je pense qu'il va, Ok. il va tomber un truc en live, il a de l'XP etc. Et je pense que le fil qui va à History est assez réduit. Je sais pas quel team pro il va etc. Donc je pense que Adri avec un H c'est pas mal aussi. Ok, bah je vais dire Ilan, comme ça on fait un tiers C de Streamgang. Allez, magnifique. Ok. On va passer sur mon actu, si ça vous va, les gars. Moi, mon actu, c'était le Dans la tête d'un pro de Léo Marguette, qui fait des audiences assez sympas, qui dénote assez des autres Dans la tête d'un pro, je trouve. Et moi, je vais le redire, mais les Dans la tête d'un pro sur le main event des WSOP, c'est quand même juste incroyable. Franchement, c'est un kiff absolu. Il y avait eu Adrian, il y avait Davidi. Là, Léo, en plus avec le Deep Run, je Il y crois avait eu Gus Hansen également. C'était sur le main, Gus? Ah oui, je me souviens. Oui. Est-ce qu'il y a eu Pierre? La seule main avant qu'il bosse. Très rapidement, très rapidement. Mais d'ailleurs, j'ai revu sa main sur le 10K aussi au win, là, où il est contre la joueuse asiatique qui lui fait un... Non, c'est un WSOP. Hein. C'est pas le win, hein. C'est WSOP. Non, le 10K, il buzz première main du main, et après, l'année d'après, Ouais, c'est un il va au win c'est sur un 10K, WSOP, je crois. mais Je Je crois crois pas que ça... que mec, c'est. Ok, tu veux bet Je bête, ouais. C'est WSOP. 50 balles. Et du coup, il y a une joueuse asiatique qui lui fait un bluff 3 barrels all-in à première main, ou Avec enfin la 10 dame mains des après. pareils, ouais. As-Dame dépareillé, ouais. Et lui, il a call le 4 bet avec paire de roi. C'était assez cool. Et bref, tout ça pour dire que c'est assez cool à suivre. C'est vraiment très très sympa. Je trouve que Léo, elle a un style en plus qui est particulier. Je trouve qu'elle a vraiment l'expérience du live, ça se sent. Je trouve qu'elle a plusieurs facettes dans son jeu. Et surtout, bah, t'as l'impression qu'elle a un jeu très exploitant. Et quoi que t'en penses de ses plays, ça te permet, toi, de te projeter, de te faire une idée par rapport à la ligne que tu aurais pris dans ce spot, etc., par rapport au profil qu'elle décrit, etc. Et le main, c'est tellement atypique que tu vois des plays incroyables. Et elle aussi, elle a des plays qui sont complètement hors ligne par moment, mais qu'elle justifie. Et ouais, je prends un gros plaisir à suivre ça, et c'est juste incroyable, cette série. Voilà, c'était ma petite partie suçage de Kikette, mais ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah oui, dans la tête d'un pro sont toujours incroyables. Alors perso, j'ai pas encore vu ceux de Léo, mais je pense que c'est assez facile de dire que tous les épisodes dans la tête d'un pro sont réussis, et encore plus sur le main event, c'est encore plus cool. Et avec cette variété de profils, ça permet aussi de voir beaucoup de styles différents, donc c'est agréable sur ce même tournoi. Je pense qu'effectivement, sans vouloir l'attaquer, techniquement, on n'est pas sur les mêmes niveaux que Adrian, mais c'est pas lui faire offense que dire ça. Mais voilà, c'est hyper intéressant, et bon, bah, ça fait un peu kiffer, ça partage ce rêve de vouloir jouer le main event, donc c'est trop bien, quoi. Ouais. Tu les regardes pas tous dans la tête d'un pro, toi? Comment tu sélectionnes? Si, je les regarde tous, mais souvent j'attends un moment précis pour les regarder quand j'ai du temps, dans l'avion, dans machin truc, hein. Je les mets de côté et je regarde d'un coup, quoi. Okay. J'attends pas le C'est lundi une bonne à idée, fond ça. pour regarder, quoi. Avant, Toi, moi, Alex, j'attendais le lundi à fond, et vraiment, c'était la sortie et tout. J'étais impatient. Je savais que le lundi midi, quand j'étais au Canada, c'était le repas avec le dans la tête d'un pro. Mais maintenant, j'arrive plus du tout à trouver du temps pour les regarder. Il y a plein de contenus que j'aimerais bien regarder. Et je vois d'ailleurs qu'ils marchent super fort. Donc, je suis déçu de pas pouvoir je suis pas du tout au courant de ce qui se passe dedans, quoi. C'est quoi qui a changé, toi, pour ton approche dans la tête d'un pro? Parce que t'as moins la hype, parce que tu vas moins apprendre techniquement, c'est...
Non, en vrai, en plus, j'adore ça, j'adore la façon dont c'est filmé. C'est vraiment un univers. Quand tu t'ouvres un épisode, t'as tout le petit truc qui te fait couper avec la réalité, les petits plans, l'intro, on retrouve un tel machin et tout. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. C'est juste une question de temps et d'emploi du temps. J'arrive plus trop à caler 1 heure pour regarder juste un truc de loisir, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi, ça va dépendre des profils et des parcours, quoi. Quand je sais que Léo, elle a dit prendre le main, j'ai envie de regarder, de voir comment elle a fait, quels sont les mains qu'elle a joués. Et après, il y a des profils que j'adore suivre, type Pierre, Davidi, Adriane. Donc ça va aussi dépendre de ça, quoi. Et c'est marrant parce que tu as utilisé le terme loisir, c'est-à-dire que tu considères que regarder dans la tête d'un pro, c'est uniquement un loisir et pas seulement un truc qui peut te faire un peu progresser et réfléchir, Alors, tu vois. Je pense qu'il a pas tort. Ça, mais... Si sur ça dépend de quel team pro, j'ai envie de dire. Si sur les 5000 vues, il y en a 5 dans le chat qui osent me dire qu'ils prennent des notes ou qu'ils essaient d'appliquer des trucs qu'ils ont vus dans la tête d'un pro et qu'ils le font réellement, c'est beau déjà. Alors éviter de flat 6-7 sous UTG contre UTG1 contre UTG déjà. Voilà, puis en plus, faut arriver à filtrer aussi, quoi. Non, mais même s'il y a des coups qui sont intéressants, faut être honnête, là, il y a plein de coups qui sont assez standards et qui sont marginales, entre guillemets, quoi, où tu vas pas te challenger techniquement, où tu vas pas... La plupart des coups, c'est ça, quoi. Donc, il y en a peut-être un par épisode sur Bien une sûr. heure où tu vas te poser des questions, ça reste marginal, quoi. Donc, je pense que si tu Non, veux mais je suis progresser techniquement, c'est pas le... Entièrement d'accord, mais c'est justement là, pourquoi je pointe ça, parce que ça fait partie d'un truc ludique, entre guillemets, d'un plaisir à regarder ça, et c'est pas de la même manière que regarder une vidéo technique qui va te faire progresser, entre guillemets. Faut pas le prendre comme ça, je pense. Voilà. Carrément. Carrément, les gars. En tout cas, je vois que c'est un sujet qui vous a beaucoup inspiré. Ça va nous permettre de jump rapidement sur les satellites. Alors les gars, les satellites en MTT, c'est un truc qu'on nous a beaucoup remonté dans les commentaires. J'ai l'impression que c'est un sujet où il y a pas mal de questions qui se posent sur la commu, savoir si c'est intéressant de les jouer, si on en rentre dans la grille ou pas. J'ai préparé une petite grille de questions à vous poser pour à structurer le débat. Voilà. Et ma première question, je vais la poser à Adri. Est-ce que toi déjà t'en joues et est-ce que tu penses que c'est EV d'intégrer des MTT satellites dans ta grille? Oui, non. Merci Adri. Je rigole. Non, Oui, à quoi, non à quoi? Alors, est-ce que j'en joue? Oui, j'en jouais surtout plus avant. Et j'avais bossé le format, notamment grâce à un bouquin de Jared Tendler qui s'appelle La stratégie des satellites. Non, attends, pardon, c'est Dara O'Kearney, pardon, je confonds. Est-ce que tu peux La nous dire stratégie qui avait traduit ce bouquin? Un certain Simon Sanchez de chez Kill Tilt. Voilà, donc traduit par Peanuts. Et par contre, est-ce que c'est EV+? Non, pour la majorité d'entre nous, ça ne l'est pas. Pour plusieurs raisons, je sais pas si je les explique maintenant ou pas. Ouais, tu peux expliquer, je pense que ça peut Ouais. bien lancer le débat, parce que j'ai vu Flavien qui a haussé sa moustache, donc ça peut... Alors, juste spoiler, moi je vais répondre non, oui. Mais vas-y du coup. C'est parfait Ok. les gars. Alors, Allez, vas-y, pour moi, non, ce n'est pas EV+, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va nous isoler. Donc, on va mixer les formats. Quand on joue des satellites, on pourrait faire une session où on joue que des sats, et à ce moment-là, on aurait le bon thinking en tête. Mais c'est un peu comme si là, on allait jouer du Hold'em et du Omaha, ou une variante. Ça va demander un raisonnement différent. On va pas avoir le même comportement dessus. Parce qu'en satellite, le but n'est pas de monter le plus de jetons possible. Un satellite, le but, c'est d'atteindre un certain palier. Non pas en hit and run, hein, mais d'avoir par exemple, si on joue un satellite à 10 euros pour un ticket 100 euros, il va falloir avoir 10 starting, et c'est l'average au moment de la qualif. Donc une fois que vous avez plus de 10 starting, ça ne sert à rien de monter plus de jetons. Dans tous les cas, vous aurez 100 euros comme tous les autres. Et ça, tout le monde ne le comprend pas, et du coup, ça applique un raisonnement assez particulier. Donc ça fait que ça va nécessiter une concentration qui va être supplémentaire par rapport au MTT que vous avez l'habitude de jouer. Et en plus de ça, donc un satellite, par exemple 10 euros pour un ticket 100, en moyenne, il faudrait que vous le gagniez plus souvent qu'une fois sur 10 pour que ce soit EV+. Et la fois sur 10 où vous allez le gagner, vous allez vous retrouver à jouer un tournoi qui va être plus cher que ce que vous avez l'habitude de jouer. Donc vous allez potentiellement avoir du stress, déjouer, etc. Et en plus de ça, vous allez vous isoler contre des joueurs qui sont meilleurs, ou en tout cas qui sont différents des profils que vous jouez d'habitude, et donc sur lesquels vous n'avez pas forcément d'edge. Et en plus de ça, votre ROI sera pas énorme. Donc vous allez rajouter une part de variance sur le fait de réussir à avoir votre ticket. Et en plus de ça, une fois que vous aurez votre ticket, c'est pas forcément un truc sur lequel vous aurez de lever, donc vous allez peut-être au final en bout de chaîne perdre des sous. Et en plus, je sais que ça génère de la frustration de buller un satellite. Regardez les stories de Winda il y a quelques années, parce que les sats c'est hyper variancé, et, c'est soit 0 soit la totalité. Et en plus de ça, une fois que vous allez jouer votre gros buy-in, et ben c'est peut-être un truc, si jamais vous le bustez au milieu de votre session, ça va vous tilter et ça va vous faire perdre du focus et de l'énergie sur vos tournois habituels. Voilà mon point de vue. Ok, comment tu veux rebondir par rapport à ça, Flav? Alors, non, oui, mais. Alors, non, je joue pas de satellite. Même quand j'étais full-time pro et que je faisais que ça, je jouais très 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 peu de satellites. Parce que je préférais juste jouer mes buy-in normaux, entre guillemets. Alors oui, c'est EV+, mais c'est-à-dire que jouer le satellite en lui-même est EV+, parce que
c'est pas la même stratégie que sur un tournoi ordinaire, comme l'a dit Adrien, puisque on va parler un peu de risque premium, d'ICM, ces choses-là et tout. On est un peu obligé, malheureusement, de rentrer dans les considérations plus techniques, mais on le fera un peu plus tard. Mais c'est pas la même stratégie. Évidemment. Pour autant, le niveau étant assez cataclysmique, c'est retour 25 ans en arrière sur les satellites. En général, le V est quand même plutôt propre sur ces tournois-là, sur ces satellites-là. Mais une fois qu'on a qualifié, effectivement, on se retrouve à jouer un tournoi qui est hors de notre zone de confort, voire sur lequel on est EV-, parce qu'on joue pas notre buy-in. Si on joue un tournoi, si je sais pas, vous essayez de jouer un satellite pour vous qualifier à un tournoi à 100 online. Si vous jouez pas les 100 online, c'est que vous avez probablement pas le niveau pour jouer les 100 online. Il faut arrêter d'être d'élu. Et ça veut dire que c'est juste pour avoir un kiff. Et je juge pas cette volonté-là. Mais si on n'a pas le niveau pour jouer les 100 online, ça veut dire qu'une fois qu'on joue dessus, on a un ROI négatif. Donc on va se retrouver à jouer hors de notre zone de confort sur un tournoi sur lequel on est perdant en moyenne. Cependant, le tournoi initial qu'on avait joué, il était gagnant en termes de ROI parce que le niveau était catastrophique. Donc c'est pas très mauvais niveau EV de jouer ce satellite-là, mais c'est un peu problématique de ce point de vue-là. Et après, il y a des retombées qui sont beaucoup plus graves, pernicieuses, et là, je rejoins complètement Adrien, c'est que ça va nous forcer à avoir une table, du coup, durant notre session, à 100 €, alors qu'on joue des 10 € peut-être habituellement, qui va nous demander beaucoup de focus, qui va nous prendre beaucoup d'influx, qui, lorsque l'on va sauter, va générer beaucoup de frustration, qui va aussi générer une situation dans laquelle il y a une de nos tables où il y a 10 fois plus à la gagne que les autres quasiment. Et ça crée une asymétrie, ça crée plein de problématiques très gênantes, voire même ça crée une problématique mentale qui est au moment où on a bust ce tournoi-là, on n'a plus envie de jouer. On n'a pas envie de continuer, on n'est pas bien, enfin... Voilà, en fait, ça nous crée trop d'influx, de positif presque, et dès qu'on est éliminé, c'est trop de négatif. Moi, j'ai envie de dire, jouer des satellites pour vos tournois online, franchement, je vois pas l'intérêt, parce que même ceux qui me diraient, oui, mais du coup, je diminue mes buy-in de ma session en faisant ça et tout, en fait, lance-toi une session normale et l'argent que tu vas gagner là, ça te servira pour jouer ces tournois-là plus tard, tu vois. Jouer des satellites, moi je dis oui pour des tournois live. Parce qu'en fait, tu vas te qualifier sur des tournois sur lesquels t'es pas perdant en ROI. Parce que tu vas aller te qualifier pour des tournois plus chers, mais dont le niveau n'est pas plus élevé. Donc, voilà, pour ce qui est de lever. Après, n'oublions pas la dimension kiff. Jouer des satellites, c'est aussi pour se qualifier sur les tournois qu'on va kiffer. Et si on accepte l'idée que c'est pas forcément profitable, pourquoi pas. Mais pour moi, il y a deux types de satellites qui sont cool à jouer. C'est pour des tournois live ou bien pour des tournois online durant les séries. C'est-à-dire qu'en prépa, en amont des séries, tu dis ok, là les tournois seront plus soft, donc je serai pas giga perdant et j'ai envie de me taper quelques kiffs. Mais même ça, il y a une problématique, c'est que vous allez jouer des tournois qui sont plus chers qu'habituellement et dès que les séries sont terminées, vous allez retourner à votre grind et ça va être dur de rejouer vos tables, quoi. Donc un peu pernicieux tout ça, voilà. Tu veux rebondir par rapport à ça, toi, Adrien ? Est-ce que tu peux donner ton point de vue, Rob? Mais moi, j'ai plein de trucs effectivement pour rebondir. Moi, j'ai un avis, je suis assez d'accord avec Flav, et ce que tu disais aussi, c'est que pour moi, il y a deux cas d'utilisation intéressants, c'est le live, pour se qualifier pour des gros tournois dont on n'a pas la bankroll et où le niveau est potentiellement plus faible. Moi, je sais que je le fais pour les main EPT, par exemple, sur les profils, les tournois live. Peut-être que je le ferai pour le main à Vegas, et les séries pour choper des tickets, type le 1K, quand tu n'as pas la bankroll pour les jouer, je trouve que c'est cool. Après, moi, je vous rejoins moins sur le côté différenciation de style de jeu. Je trouve que le style de jeu sur la MTT est pas si différent jusqu'au mid-game bubble, quoi. Je trouve que le early game, il est très similaire. Il n'y a pas beaucoup d'adaptation à faire là. Oui. Et je trouve que les gens vont tellement mal s'adapter au format spécifique MTT, satellite, que potentiellement le V, elle est énorme. Je trouve vraiment sur les satellites, je le trouve... moi, pour ceux que j'ai joué, en tout cas, avec le peu d'expérience que j'ai et mon niveau, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un gap important entre le niveau d'un satellite à 10 balles et d'un MTT à 10 balles, quoi. Donc pour moi, c'est très EV+, de les jouer dans le bon contexte. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Ok. Moi, je voudrais rajouter deux choses, c'est qu'il faut différencier déjà deux types de satellites. Il y a les satellites traditionnels, où là, c'est qu'on atteint un nombre de places payées et du coup, on a le droit à un ticket. Donc, par exemple, il y a 5 joueurs qui sont qualifiés. Donc, une fois que le 6e est éliminé, les 5 derniers vont prendre un ticket. Ça, c'est une chose. Et c'est traditionnel. Et ensuite, il y a les hit and run, ils s'appellent sur Winamax, où là, c'est autre chose. On doit atteindre un palier de jetons. Par exemple, si on dit un 10 € pour un 100 €, il faut atteindre 10 fois le starting stack. Et donc, du coup, une fois que vous avez 10 fois le starting stack, paf, le tournoi, il s'arrête pour vous. On vous donne le ticket et les autres ils continuent à jouer. Et donc la stratégie va être différente sur les deux parce que ça va pas être les mêmes implications. Il y en a un où dans tous les cas le but va être juste de survivre jusqu'au moment où les tickets vont être libérés. Et notamment dans le bouquin, ce qui est expliqué, c'est qu'à partir du moment où on a 70% donc, du stack de la qualification, donc si par exemple on joue un tournoi à 10
pour un ticket 100, il faut 10 starting. Disons que le starting ce soit 10 000. 10 fois 10 000, ça fait 100 000. Et donc 70% de ces 100 000, c'est 70 000. À partir du moment où on a 70 000, on pourrait jouer uniquement en push or fold, parce qu'on s'en fiche de monter entre guillemets plus ou moins, modulo à la proximité avec la bulle évidemment. Et du coup, le but, ça va être juste de rester en vie jusqu'au moment où les tickets vont être libérés. Et donc, il y aura effectivement, comme tu disais, Flav, des grosses considérations de risque premium qui vont faire qu'on va être très très neat et qu'on va jouer exclusivement quasiment en push or fold. Mais le problème, c'est que cette stratégie théorique, elle s'adapte pas au profil récréatif qu'on peut avoir, comme vous le disiez, sur les satellites online. Des gens qui ne connaissent pas ça et qui du coup vont en fait trop regarder leurs mains et trop vouloir call, etc. sans comprendre pourquoi ils le font. On pourrait voir un chip leader qui call contre le deuxième juste parce qu'il a, je sais pas, paire de valets alors qu'il est virtuellement qualifié vu qu'il a plus que l'average. Et donc du coup, ça va impliquer de bien profiler les joueurs, ceux qui savent ou non jouer les satellites. Ceux qui savent les jouer, on pourra avoir beaucoup de shove sur eux parce qu'ils peuvent absolument rien call, et les autres qui vont quand même regarder leurs mains et qui vont vouloir trop call, je pense qu'il va falloir se tightifier, etc. quoi. Mais il y a beaucoup d'adaptations à trouver, je pense. Flav ? Est-ce que Ouais, de toute façon, un format où tu dois fold 2 as pré-flop, c'est toujours problématique. Donc, déjà, de base, moi j'ai du mal avec les satellites parce qu'effectivement, on peut fold 2 as pré-flop, aussi simple que ça, puisque des fois, tu as des situations où en foldant, tu t'assures le ticket 100% du temps. Je pense que les satellites traditionnels sont des satellites sur lesquels il y a une EV qui est meilleure à aller glaner que celle où on doit monter le nombre de jetons, puisque c'est un format dans lequel tu peux, avec seulement 2 stacks de départ, potentiellement te qualifier si les gens font n'importe quoi autour de toi, etc. Voilà. Et franchement, j'ai pas 50 000 choses à rajouter sur cela. Sinon, ce serait d'aller rentrer dans les considérations plus techniques, notamment de RP et tout, parce que j'ai fait quelques sims si vous voulez. Mais je vais te laisser plus toi, Robin, à me donner ton point de vue sur les stats, et ensuite je rentrerai sur ce volet plus technique. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit, mais je voulais vous interroger sur le fait, si vous deviez conseiller demain un joueur qui veut jouer des satellites, quel est le conseil numéro 1 que vous lui donneriez ? Quelle est pour vous la chose la plus importante à comprendre sur le format satellite pour pouvoir gagner de l'argent tout simplement dessus ? Vas-y, Adrien. Le but est d'obtenir le ticket et non pas de monter des jetons. Donc regardez juste quelle est votre meilleure façon d'obtenir le ticket. Donc s'il faut folder une main très très forte parce que vous avez déjà le montant nécessaire à ce que la bulle explose, et bah du coup folder. Il y aura pas vous n'allez pas même mourir, vous n'allez pas avoir un procès parce que vous foldez 2 rois, 2 dames, etc. Juste le but c'est de prendre le ticket, donc vous attachez pas à votre main et c'est ce qui fera que vous serez un bon joueur entre guillemets quoi. Donc toi, c'est plus une considération ICM. Tu veux dire que l'ICM est extrêmement forte, proche de la bulle d'un satellite, et du coup, faut vraiment... C'est même plus que l'ICM, c'est-à-dire que c'est la conception du jeu. C'est pour ça que c'est tellement différent des MTT, c'est que le MTT, il n'y a aucune raison, si ce n'est des bulles ou des grosses situations comme ça, de pas monter des pions. Alors qu'en satellite, il y a vraiment plein de raisons de pas le faire, et c'est même plus l'objectif à partir d'un certain stade, donc c'est fondamentalement différent pour moi, ouais. Très clair. Vas-y, Flav. Mais c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est que cette chose-là qui est hyper différente, on peut... pour réussir à développer notre poker, la raccrocher sur quelque chose que l'on connaît, qui est le risque premium, qui est l'ICM. La réalité, c'est que c'est chiffrable, ces changements de stratégie et ces gains d'équité qu'il y a besoin par rapport au RP. Donc, si on parle un petit peu d'ICM, et je sais qu'on on est un peu obligé, je sais qu'on n'a jamais fait d'émission sur l'ICM, il faudrait qu'on le fasse un jour, mais l'ICM, c'est quoi ? Si je résume vraiment de manière barbare, il y a un truc qui s'appelle le risque premium, qui est un chiffre en pourcent, qui est un chiffre d'équité supplémentaire dont vous avez besoin pour partir à tapis. Imaginons qu'on calcule une cote pour partir à tapis et vous avez besoin de 40%. Et bien si votre risque premium c'est 15%, et ben vous n'avez pas besoin de 40, vous avez besoin de 55% d'equity pour payer. Parce que vous avez une sorte de malus d'équité qui est infligé à votre main. C'est ça le risque premium, l'ICM. Et en gros, plus l'ICM est important, et donc plus on a un malus d'équité qui est infligé à notre main. Voilà comment on calcule ce truc à la bulle, en table finale, en demi-finale, etc., etc. Et dans un satellite, c'est ni plus ni moins qu'un risque premium qui s'applique à nous de manière permanente. Et on peut finalement raccrocher ce truc que l'on ne connaît pas du satellite à ce RP-là. On peut faire des simulations, on peut regarder. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs simulations, je peux vous en parler. J'ai fait un premier scénario dans lequel on est sur un tournoi où il y a 4 tickets et on est 5 joueurs restants. Et tout le monde a le même stack. J'ai fait pour l'instant des stacks très similaires. Tout le monde a 20 blindes et on est 5 joueurs restants et il y a 4 tickets qui sont donnés. Chaque main qui nous est distribuée, tout le monde a un risque premium de 35%. Ah ouais. Ce qui signifie que si quelqu'un fait tapis 20 blindes, vous, pour payer, bon, il a fait tapis 20 blindes, vous avez 19 blindes, grosses blindes à payer pour gagner les 22 du milieu, vous avez besoin de 47% d'equity, 35% en plus. Vous avez donc besoin de 82% d'equity pour payer. Donc là, il n'y a que 2 as qui peut payer typiquement sur un open shove 20 blindes. Et encore, c'est tout pile, hein, c'est EV neutre. Donc tu vois, là, déjà, c'est gigantesque. Je suis allé plus loin, c'est que j'ai regardé si on est 21 left pour 20 tickets. Forcément, le risque premium, il est encore plus gros. Il monte à 45%.
Et enfin, si on est... Enfin non, pardon, 21 left pour 20 tickets. Et enfin, j'ai regardé 41 left pour 40 tickets, et là, ça monte à 49% de risque premium. Ah, c'est dingue. Donc là, il est très très gros. Et j'ai comparé 2 autres situations. 4 left pour 3 tickets. Donc risque premium très élevé. Là, c'est 35%, à peu près comme celui de tout à l'heure. Parce qu'il n'y a qu'un seul joueur à éliminer. Et là, j'ai comparé avec 3 tickets, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas 4 left, vous êtes 12 left. D'accord ? Donc assez loin, parce que tout à l'heure, je mettais que des pures bulles. Eh bien, quand on est 12 left pour 3 tickets, le risque premium, il est de seulement 5%. Pour avoir un ordre d'idée, sur un MTT standard, 5% de bubble factor, avec des stacks similaires, vous allez l'atteindre quand il y a un tiers du field restant. Donc pour avoir un ordre d'idée, c'est finalement le moment où l'ICM commence un peu à impacter, mais vous êtes encore loin de la bulle. Donc finalement, si vous êtes 12 left pour 3 tickets, vous avez une stratégie qui est très proche de celle d'un MTT ordinaire. Vous n'êtes pas du tout encore sur la stratégie satellite, en termes de risque premium. Donc il faut vraiment beaucoup se rapprocher des places payées pour qu'ils soient gigantesques. Et pour l'instant, je vous ai fait aussi des sims de risque premium avec des stacks similaires. Mais si on est, par exemple, 4 left pour 3 tickets, et qu'il y a un joueur qui a 4 blindes, un chip leader qui a 50 et vous en avez 25, votre risque premium, il va monter direct autour de 50%. Donc il va encore augmenter plus que les 35 de base. Donc vous voyez, on peut mathématiser ça, entre guillemets. Et quand on a besoin de plus 40% d'equity ou 45% d'equity en risque premium pour call, bah quand votre adversaire fait tapis, il y a un peu de dead money et vous avez besoin de 45% d'equity pour call, risque premium 45%, bam, vous avez besoin de 90% pour call. Vous n'avez jamais 90%. Même avec 2 As, vous n'avez pas 90% contre un range. Donc vous pouvez même plus le payer. Voilà, donc on peut finalement réutiliser, recycler ce concept de risque premium d'ICM qu'on utilise sur nos tournois ordinaires pour les satellites. Bon, est-ce que vous avez envie de perdre du temps pour faire plein de simulations de ce genre-là, pour bosser le format satellite ? Franchement, si vous n'avez pas envie de le faire, bah, ça va être dur de bosser les satellites et d'être efficace. Mais il y a vous pouvez une avoir solution. 2-3 repères, ne serait-ce que ce que j'ai donné là. Oui, pardon ? Oui, mais il y a quand même une solution. Vous pouvez acheter le bouquin donc d'Ara Okirani traduit par Peanuts. Et dans celui-ci, il y a des formules simplifiées qui vous permettent de qualifier votre chance de bust et votre chance de gagner le ticket. Ça s'appelle chance of cashing et chance of busting. Et en fait, en faisant un ratio entre les deux, in-game, vous allez pouvoir déterminer votre risque premium. Et du coup, ça c'est vraiment un bouquin qui pour moi était super value. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, si je dois raconter l'histoire de ce joueur qui est un joueur britannique, c'est quelqu'un qui a monté plusieurs millions en satellites. Et en fait, il jouait que des satellites, il avait compris le fonctionnement avant les autres, et du coup il les jouait pas forcément pour jouer des tournois, mais aussi parce qu'il pouvait convertir le ticket en euros, enfin en dollars, en miles, etc. Et du coup ce format-là se rapporte d'un autre format qu'on est obligé d'aborder pendant cette thématique des satellites, c'est le double or nothing, qui sont des formats... Non mais c'est vrai. Ouais, mais j'en fais des cauchemars là, j'ai des sueurs de penser au double or nothing. Ah ouais, moi j'avais joué ça au tout début, j'avais bossé un petit peu la strat dessus, c'est des formats par exemple sur Wina où c'est en 6 max et 6 joueurs dans le sit and go et il y a que 3 tickets. Et donc en fait, c'est un format où on va jouer pour 2 fois notre mise. C'est pas un truc de ticket du coup. C'est pas il y a 3 items pardon, il y a 3 items voilà. Mais du coup les 3 items ont la même valeur, c'est ça il me semblait. Genre imaginons que t'as 6 joueurs qui jouent un 1 balle, et bah les 3 premiers vont avoir un min cash à 2 euros. C'est ça existe plus ça, non ? Si, ça existe. Okay. Ah ouais. Et c'est génial. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là-dessus, en fait, il y a des stratégies qui sont identiques parce que quand vous êtes à 4 restants, il n'y a aucun intérêt à monter une tonne. Le but, c'est juste de prendre le double de ta mise comme tous les autres. Et donc, du coup, là, il y a des formules simplifiées, d'autant plus que sur un satellite parce que là, on a toujours le même nombre de joueurs, toujours les mêmes montants. Et en plus, ça se joue 25 blindes deep. Et je pense qu'on peut développer une strat très EV+. Le seul problème, c'est que c'est un format qui n'attire personne parce que d'aller jouer pour 2 fois sa mise, autant aller jouer à la roulette. Et du coup, il est très très peu joué. Donc, c'est dur de remplir une grille. Moi, j'avais fait des essais là-dessus au tout début et c'était quand même très intéressant. Et en disant ça, je pense que je vais y rejouer un peu et peut-être faire un format là-dessus. Voilà. Je sais pas ce qui me choque le plus, moi, c'est les RP donnés par Flavien ou le fait qu'il ait bossé le sujet en amont, quoi. Je suis un peu, ou le fait que. Et pas du tout le fait qu'Adrien il a envie de jouer des double or nothing, ça te choque pas, quoi. C'est un peu choquant, mais je sais pas, je t'ai trouvé concis en plus, Flavien, c'était assez incroyable. Tu vois, je te reconnaissais. Non, mais en la tout moustache, cas, t'as changé, je pense. Le but c'est de recycler les connaissances que l'on a dans notre poker de tournoi pour l'utiliser en satellite, et vous pouvez voir que du coup c'est débile à quel point quand on est proche du ticket on doit jouer, mais c'est aussi surprenant à quel point à 12 left pour 3 tickets le RP il est faible. Ça m'a un peu surpris, je m'attendais un peu plus quand même. Ouais, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder sur les satellites que j'aurais pu... Moi j'ai une question un peu ouverte, c'est que Adrien a pas mal parlé du bouquin sur les satellites, et visiblement ce joueur était très très fort en satellite, donc je remets pas en question son niveau et sa pédagogie, mais est-ce qu'il a encore vraiment autant d'actualité ce bouquin ? Est-ce qu'il est vraiment efficace, tu penses, aujourd'hui ? Parce que par exemple la notion de risque premium d'ICM n'était pas autant étudiée et simulée à l'époque, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui quelqu'un qui bosse avec des solvers, c'est pas juste beaucoup plus efficace de faire quelques sims pour avoir une idée de la stratégie finalement autour de la bourse ?
Bah alors je suis pas sûr parce qu'en fait là sa stratégie elle permet d'être intelligible par un humain sans ordinateur ou RTA à côté. Donc c'est-à-dire que tu es capable dans une situation que tu ne connaîtrais pas de retomber sur ses pattes avec des calculs et des formules mathématiques qui sont rationnelles. Donc je pense qu'il y a quand même une levée par rapport à ça, mais effectivement la stratégie la plus précise ce serait d'aller solve tous les spots etc. Et vu que c'est si on fait que pour des double or nothing par exemple, ça pourrait se faire assez rapidement et en fait je pense que c'est un format du poker qui est quasiment c'est pas solvable mais résolvable. Comment on dit Hmm. qui se résout, ouais, c'est C'est ça. possible à la résoudre. Ouais, je pense que c'est quasiment possible à résoudre et voilà, ouais. Je sais plus quelle était la question. Oui, Non, non, si, mais je pense ok. que les solvers seront plus performants, mais je pense que le bouquin est une bonne ouverture pour Hmm. s'intégrer là-dedans et ça explique des concepts de base en fait qu'on pourrait comprendre par le solver, mais qui là sont explicités clairement noir sur blanc. Donc, moi j'ai vraiment Mais tu trouvé vois, génial ce bouquin. si t'as compris, parce que le but quand même, c'est de bosser ce que tu vas souvent jouer, et ce que tu vas jouer, c'est des tournois. Et satellite, c'est à la marge. Du coup, si t'as beaucoup bossé les tournois et que t'as bossé ta stratégie d'ICM, et ben une fois que tu arrives en satellite et que tu comprends que le RP est plus gros, tu comprends les implications qu'a un RP plus gros Mm. en termes de défense de blinde, de 3 bêtes, de all-in, de call all-in, etc. Et c'est pour ça que moi, ça me semble intéressant de raisonner de cette manière-là, quoi. Que t'as pas besoin de réapprendre un nouveau pan complet dans lequel tu repars de zéro, tu réutilises tes connaissances, quoi. Ouais. Et ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait, si par exemple vous vous trouvez dans une situation où vous êtes en BVB contre le chip leader et vous êtes deuxième, si par exemple, disons qu'il est 10 blindes et que vous en avez 8, lui il a une tonne de RP aussi, parce qu'on peut considérer qu'une fois qu'il va tomber à 2 blindes, c'est comme s'il était éliminé. Et en fait, il y a des considérations comme ça qui font qu'entre la différence de stack entre premier, deuxième, ou etc., en fait, vous vous appliquez mutuellement à un risque premium de malade mental. Et en fait, il faut faire attention, c'est que moi au début, quand j'ai joué ça, je dis, oh mais c'est un noob, lui il comprend pas, pourquoi il call ça, ici il va être éliminé. Bah non, juste il a pas bossé le format, c'est toi l'abruti. La majeure partie des gens n'a pas bossé le format et du coup s'il call trop loose, bah tu peux pas jam comme la théorie le voudrait. Bah ouais, parce Et que donc la théorie, elle te dit de implique plein de shove parce trucs. qu'il peut call rien du tout. C'est ça, Mais en réalité, c'est vu qu'il ça. colle pas rien du tout, tu te retrouves à te suicider là où t'aurais pas pu faire tapis. Donc il y a des nœuds différents de la théorie, quoi. C'est ça. Hier en TF de l'horizon, j'étais en SB, bébé à 22 blindes, il y avait deux mecs à 10 blindes, j'ai fait tapis valet 8 off, et le mec m'a call As 2. Et du coup je me suis dit, bah mon jam est dégueulasse, si le mec me call des grands As 2, c'est dégueulasse, et bah c'est pareil en satellite, voilà. Pour la petite main qui me Tu reste à cherches travers de des la gorge. prétextes En vrai, ça se trouve, ça gagne quand même de shove valet 8, non? Bah je Ah. pense pas s'il call. Bah du coup Comment en tu fait veux que c'est. ça... Ce qu'il faut comprendre, Bah, c'est que il a lui, quand quand même il des call As folds, 2, ce qu'il Il ce qu'il colle faut As 2, comprendre, c'est que il fold quand même 60%, quoi. Si Colas de off, il a pas beaucoup de folds hein, qui sont intéressants pour toi. C'était As de suité, mais même As de suité, dans le meilleur des cas, en fait, il est en flip, donc c'est catastrophique, parce que là, il y avait au moins 6% de RP, quoi, donc contre ma range, il est juste perdant. Il fold 70% des mains quand même malgré tout, et donc tu voles les blindes. Quand il colle As 2, t'as 40%. Non, mais t'es face En à deux vrai, ranges. T'es face à deux ranges. Si les deux en plus sont cette déviance, je sais pas. Ah non, Ah, c'est le bouton que tu étais? non, j'ai jam SB, j'ai jam SB. Ah, pardon. ok. Je crois qu'il y avait deux mecs derrière toi. Ok. Non, non. Mais j'ai sim Bon, ça, bref, peu j'attends que importe. ça On tourne. parlera bref, on fera des débats ICM la prochaine fois. Je pense qu'il a besoin de se trouver des excuses pour les pairs sur la TF. C'est ça le point. C'est toujours moyen de justifier ces échecs. Après, chacun. Après doit- le podcast, Rob, tu penseras à dépoussiérer ta bouteille, parce que vu que t'en as qu'une, j'ai l'impression qu'elle commence un peu à Ouais, mais s'encrasser. elle est très très grosse. Regarde bien le montant qu'il y a dessus. Ils auraient dû en faire une encore plus grosse que les championships. Une bouteille Quand même. dorée. Un truc de 10 litres. On joue à qui est la plus grosse ou qui en a le plus? Putain, je sais pas. Mais c'est quoi la plus grosse valeur? Moi, je me suis déjà positionné. Hein. Je pense que le nombre de titres est largement supérieur à la taille de la bouteille. Mais après, Ah ouais? Ok. bah oui. T'es pas d'accord? Ça me va. Bah ça me va moi du coup. Moi, c'est je pense évident, que c'est non le principe du leaderboard, parce qu'en fait, le nombre de Ça titres, ça veut dépend. rien dire. Si t'as gagné que des déglingos, machin truc, bon, on va en reparler quand même. Ouais, c'est mais bon. Et je pense qu'en fait, faut pondérer, parce qu'à la fois, si tu gagnes une loterie, un Sunday Surprise à 15 000 joueurs, il faut une tonne de run pour y arriver, mais en même temps, il faut aussi un petit peu de skills. Et en même temps, si tu joues que des 500 et des 1K où tu as 100 joueurs, et bah forcément, certes, il faudra être très très bon techniquement, mais vu que tu as moins de joueurs, est-ce que la probabilité de gagner un 1K avec 100 joueurs, elle est pas plus élevée que de gagner le Sunday Surprise, tu vois? Donc Que est-ce penses-tu que de quelqu'un qui aurait gagné les deux? t'as gagné le 1K, toi? Non, c'était un 250. Ok. Mais Oh, le et j'ai petit gagné, brag. j'ai gagné le 10 euros sur prize des séries. C'est pas une blague, il y a 15 ans de ça quoi. C'est quoi le beau, film? ça. C'est quoi le mon film par rêve, ça. curiosité? Ah, je sais même pas, tu veux que j'aille voir sur la bouteille? Ouais, c'est pas écrit sur la bouteille, c'est? Peut-être que si. Non, il n'y a pas le nombre Je de vais joueurs, voir, non. Je vais voir, je te dis. Trouve toujours un Le moyen de caler exceptionnel. un brag quand même, hein, c'est incroyable. Gain 12 500. Gain 12 500. Donc je sais pas combien Ah, ça c'est fait. peu, c'est très peu. Ça fait beaucoup. Ça devait faire moins de 10 000 joueurs, je pense. Ah, tu crois? Ah, c'était à 15 Ouais. ans, t'imagines? J'aurais dit genre 12 000, 13 000. Quoi. Mais il était en vanilla? Vanilla. Ok. C'est une époque où ça existait pas trop. Chaos, Space Chaos, tout ça. Ok, bah écoutez, je trouvais que c'était super complet sur les satellites. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter.
Non, répétez ce qu'on a déjà dit, mais juste faites gaffe parce que vraiment la dimension psychologique quand vous jouez des sats online, c'est que ça peut vous sortir de votre grind et tout, donc faites bien gaffe à ça. À la limite, moi un truc que je trouve cool, c'est Sat pour le live, ou alors d'avoir des petites sessions où tu joues quelques satellites pour essayer d'avoir des tickets pour tes séries, parce que les séries c'est un moment de variance majeure et du coup tu bailles une partie de tes séries, tu te mets dans une disposition de free roll, donc pourquoi pas. Voilà. Moi, j'ai un petit point prévention sponsorisé par l'ANJ et l'Argel, je sais jamais lequel des deux. C'est que déjà le poker est un jeu d'argent qui comporte des risques, donc ça faut quand même se le rappeler, même si on discute de ça en permanence. Donc faites attention, mais surtout si jamais vous voulez aller jouer un tournoi, je sais pas, 10 fois supérieur à ce que vous jouez d'habitude, c'est que vous estimez soit que vous avez un héroï dessus, donc vous gagnez de l'argent, soit vous voulez vous faire un shot. Dans le cas où vous voulez vous faire un shot, bah allez-y, y a aucun problème. Mais si jamais vous estimez que vous avez le niveau pour les jouer, à ce moment-là, bah juste c'est une question de temps. Si vous avez le niveau pour jouer un 100€, vous devez crush les 10 et du coup bah attendez juste 6 mois, 1 an, votre bankroll elle va monter et dans un an vous pourrez jouer ce 100€ et vous le jouerez de manière beaucoup plus sereine et également de beaucoup plus fréquente que si vous le jouez par satellite où là ça va générer de la frustration. Donc je vous invite à être patient et en fait il y a aucun intérêt à brûler les étapes. Si vous crushez, vous arriverez naturellement au tournoi que vous estimez sur lesquels vous avez un héros. Il manquait un mot dans ma phrase mais je pense qu'on s'est compris. Non, mais c'est marrant que toi, du coup, tu as toujours le filtre joueur pro. Quand tu analyses une situation, tu as toujours le filtre grinder, quoi. Moi, j'ai plutôt le filtre récréa en me disant, bah, la majorité des joueurs de poker, c'est des récréas, enfin, des juste qui jouent pour le plaisir. Et du coup, tu shots je sais pas, un main event EPT ou un main WSOP. Putain, c'est le kiff, quoi. C'est juste, t'y vas, tu sais que t'as pas l'edge, tu sais que t'as pas l'expérience. Pour mais un t'as live, envie de te pour faire un live, c'est trop bien. kiffer, quoi. Clair. Mais même jouer un cas des séries, imagine, t'es un joueur occasionnel et t'as envie de te croustiller Pierre Calamusa et de lui mettre une saloperie sur le 1K. Bah, pourquoi pas, tu vois. Si En t'es fait, bien on au dit pas clair, fais le pourquoi pas. tu joues On dit- Non, non, bien sûr. Voilà, c'est pour ça. C'est juste- C'est pas ne le fais pas, mais c'est plutôt attention à les répercussions que ça a aussi sur ton grind, tu vois. Et sois au clair pourquoi tu le fais, quoi. Tu sais que je le fais pour le Tu mets une plaisir. saloperie à Pierre, quoi. Ça me générerait pas de plaisir parce que de savoir que je m'isole dans un truc où j'ai pas forcément je suis tellement rationnel que je me dirais t'es juste en train de faire une connerie, y a pas trop d'intérêt à faire ça, mais c'est que je suis assez boring comme type, mais rien que déjà avant Si de jouer au tu joues poker, pas à un tournoi dès que t'as pas de V, je comprends pas pourquoi tu joues en live déjà, donc bon. mais effectivement je le fais pas parce que je suis sponsor Winamax et que du coup je dois être présent sur les events live, mais j'en viens à douter. Non, mais c'est comme quand tu vas payer un loisir. Tu vas payer 1 heure de kitesurf, tu vas pas, c'est pas EV+ pour ta vie professionnelle ou Tu veux financière. dire que Tu vas kiffer, quoi. le Estoril Poker Face, c'est un peu le loisir de Dumb Trip, c'est ça? Je pense que le live, pour Dumb Trip, c'est plus un loisir qu'un gagne-pain, c'est sûr. Ouais, pour l'anecdote, par contre, avant de Ce serait jouer très au drôle que ça poker, vieillisse mal. ouais, ce serait très drôle, super. J'allais au casino, et au casino, même là, je regardais les héroïdes des machines, du blackjack et de la roulette, etc. Pour que même en tant qu'amateur, je perde le moins possible quand j'allais au casino, et je tenais une comptabilité de mon casino. Je sais que j'ai perdu, avant de commencer le poker, 170€ sur 5 ans au casino, entre les machines à sous, le blackjack, etc. Et le blackjack, j'allais évidemment en ayant tout le tableau en tête, pour réduire l'avantage de la banque, quoi. Donc Mais déjà, vraiment t'as la beaucoup de bonne mal. approche parce que t'as pas dit gagner le plus possible, t'as dit perdre le moins possible. C'est déjà Ah que bah t'étais oui, lucide. évidemment. Ouais, non, je suis... Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Des fois, il y en a qui pensent qu'ils De peuvent battre la façon, banque. Ouais. C'est assez simple, hein, les jeux de casino fonctionnent avec un taux de retour et selon les machines, selon les jeux, il y a un taux de retour qui est plus mauvais. D'ailleurs, le moins Ouais. mauvais, c'est la roulette. soit dit en Non, passant. c'est le blackjack. Mm. Le blackjack Non. joué parfaitement. Même si tu joues parfaitement, t'es en dessous de la roulette qui a un taux de retour qui est de 99,5. Je sais plus c'est combien il y a de Aïe, chiffres aïe, à la aïe, roulette. aïe, aïe. 40 Il y en a, ça dépend, il y a les zéros, il y a les double zéros maintenant sur les Tu américaines, paries les quoi double Ah, zéros, s'il y a- bah du coup ça fait S'il y a une sur double 38. zéro, mais s'il y a un seul zéro, c'est genre de 99,5% le taux de retour. Bah c'est 1 sur Ok. 37, donc du coup 1 sur 37 c'est Ouais, ok. 0,2%, donc ça fait 97,3 exactement. Je crois que c'est le BJ, mais... 97,3%. Peu la importe, roulette. peu importe. Dans tous les cas, t'es perdant, c'est ce qu'il faut retenir, c'est un loisir. Ouais. Ok, est-ce qu'on enchaîne avec quoi, main marquante pour Flavien? Ça te va? Si tu veux. Si tu veux. J'ai une main marquante que j'avais racontée un jour quand j'avais commenté un tournoi Winamax, il me semble, mais je l'ai jamais raconté ici, donc on va se faire Est-ce qu'elle est plaisir. véridique? Parce qu'il y a des gens qui t'ont attaqué en commentaire sur l'anecdote que t'as racontée la dernière fois qui apparemment était Non. un peu fausse. Hein. Tu nous as un peu Non, pipoté. alors, l'anecdote de la dernière fois, après avoir récolté les informations, j'ai donné une fausse information qui était j'ai joué le main event ensuite et je l'avais item, tu sais, après avoir fait le voyage en taxi et tout. Ce qui était faux, puisque j'avais bullé ce main event et je l'avais pas item, mais j'avais swap massivement avec quelqu'un qui avait fait demi-finale du tournoi et qui m'a fait gagner beaucoup d'argent.
se dit en passant. Ok. Donc c'est pour ça que dans ma tête, j'avais associé le gain à ce tournoi-là. Bon, bref, peu importe. Mais c'était juste ça la différence. C'était pas une différence majeure, mon cher Robin, qui cherche un petit peu trop la faille. Donc, il s'agit d'une main véridique qui a été jouée lors d'un side à 2000 € de l'EPT Deauville. Fut jadis un tournoi qui existait. Et donc, dans cette main, on a un joueur un petit peu tight, joueur de live qui a l'air un peu impressionné, qui relance, moi qui paye, et il y a Roger Rabédian en grosse blinde qui colle. Oh, le Pour ceux qui big. connaissent pas Roger, à l'époque il jouait vraiment tout le circuit et tout, et Roger c'est Le probablement GOAT. un des joueurs il a beaucoup de vices de joueurs de live, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de petites strats pour essayer de faire sortir les gens, mais aussi genre tu sais de cacher les jetons, machin truc, de cacher les cartes, bref il a pas mal de petites stratégies de ce style-là. Et je le sais à ce moment-là, on me l'a dit, je suis au courant, ça fait quand même quelques années que je jouais déjà un peu le circuit. Et je sais qu'il a tous ces trucs-là dans son arsenal, et je sais que je dois faire très attention contre lui. Et donc, il y a un joueur qui relance, moi qui paye, j'ai valet 10 suits, et il y a Roger qui colle en grosse blinde. Et il va se passer un truc un petit peu lunaire au flop, c'est que je vois que le joueur qui a relancé pré-flop, il commence à regarder un peu à gauche à droite, et qu'il a pas l'air très intéressé, qu'il se fout un petit peu de sa main, genre presque, il a l'air d'être déconnecté. Et la parole, c'est à Roger, mais il n'a pas encore parlé. Et j'avance mes cartes pour folder, avant mon tour. Le croupier, je fais « Oh non, non !» Et je récupère mes cartes, et le croupier dit « Ah, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Roger appelle le floor. Le floor vient, il me dit « Ok, donc vous allez récupérer vos cartes, monsieur. Vous pouvez pas fold out of turn. Et s'il y a une action qui est avant vous, vous êtes libéré de l'action, vous pouvez prendre une autre décision. » Roger regarde l'adversaire qui a pas relancé, et lui aussi comprend pas ce qui se passe, et il dit « Check !» Et là, le floor revient et dit non, c'est pas à vous de parler, monsieur, c'est d'abord à la grosse blinde de jouer en premier. Donc vraiment, il y a un méli-mélo où en fait, moi j'ai joué out of turn, mais volontairement. Et il y a le joueur qui a relancé pré-flop qui est un peu perdu, qui comprend pas ce qui se passe. Il n'y a pas Et que lui qui est perdu, moi j'ai rien compris a pas là. compris. En fait, t'es une petite salope. Je suis une petite salope. Et le joueur qui a relancé pré-flop, lui a pas compris que j'avais joué out of turn, a pas compris le ruling. Peut-être qu'il est pas français et tout, et il check. Là, Roger, il donc bête. Le joueur qui avait relancé pré-flop fold du coup, parce qu'il avait pas l'air intéressé par sa main, il avait checké. Je call. Le board c'est As Valet X, donc j'ai Valet 10. Attends, juste pour comprendre. Toi, t'es en position sur Roger. Je suis en position et j'ai joué à out of turn, j'ai foldé mes cartes à out of turn, mais la parole m'a été redonnée parce que l'action a été changée. Quand il donc bet, tu call avant que le mec en bébé fold. Alors, le donk bet est en grosse blinde, c'est Roger Rabédian. Je vous refais la main, ça a pas l'air d'être très clair. Relance d'un joueur, milieu de parole, je suis bouton, je call Valet 10 suit, Roger call en grosse blinde. Je joue out of turn, mais on me rend mes cartes. D'accord ? L'autre, qui est milieu de parole, joue out of turn ensuite et on lui rend ses cartes. Bah, lui, il avait checké out of turn. Okay, Roger donc bet en voyant ce qui s'est passé. Okay. Fold du joueur mid-pause, je call sur As Valet 2. Et là, je vois que Roger me regarde avec de gros yeux en mode « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et là, j'ai compris qu'il allait falloir assumer jusqu'au bout. Turn brick, Roger fait 2 fois et demi le pot. Était très adepte des overbets. Je call, river brick, Roger tapis 3 fois le pot. Snap call chez moi, Roger montre Dame 4 dépareillé, donc pour un énorme bluff. Je montre Valet 10, il me regarde en mode mais qu'est-ce que c'est que cette connerie qui s'est passée ? Il lui reste 4 blindes, c'est le break du tournoi, on part tous, quand on revient au break juste après, il n'est jamais revenu. C'est vrai ? Il a dégoûté du poker, il a pris un taxi. Il a pris un taxi pour aller voir il sa a meuf à abandonné Lyon. ses 4 blindes. Il a abandonné ses 4 blindes. Et donc, je suis plutôt fier parce que c'est pas très cool de faire ça. En fait, c'est pas très cool. C'est un On peut angle faire shoot, ce qu'on c'est de veut. la triche, non ? Bah, jouer out of turn, en réalité, Alors, j'ai juste joué out of turn. t'emploies ce C'est un terme angle comme si ça shoot, voulait quoi. dire merci ou quoi que ce soit, mais moi je connais Moi, pas. j'ai joué out of turn, et ensuite, lui, vu que il a vu que j'avais joué out of turn, il a décidé de jouer très agressif, et je me suis dit, ah bah tiens, du coup, il va overbluff, et du coup, j'ai juste hero call. Tout Mais tu l'as fait simplement. délibérément de jouer out of turn, t'as dit que t'as fait semblant de folder exprès. Oui. Disons les termes, quoi. Oui, Disons les termes. bon. Oui. Mais j'avais pas de remords de le faire parce que je savais que lui c'était une part, je vais pas dire non c'est négligeable de son style de jeu et que je savais qu'il faisait ça tout le temps, tu vois. Et quand j'ai vu que le mec il était un petit peu tête en l'air et qu'il regardait plus la main, je me suis dit Roger il le voit, je vais fold out of turn et il va vouloir genre overbluff quoi. Dans ma tête ça allait plus faire check et turn parce que 2 checks c'est une action positive. Enfin, ça allait changer d'action, je check. Et turn, Roger allait overbluff et j'allais call. Pour moi, c'était plus ça qu'allait se passer, tu vois. En tout cas, c'est très Donc, malin. je m'attendais pas au donk bet. Donc toi, ta philosophie, honorable c'est et loyable. Ouais. ouais, si tu joues contre une petite salope, tu peux être une salope, quoi. Bah, en vrai, je vois pas de raison d'avoir des problèmes Ah, de conscience. c'est une vraie contre quelqu'un question, qui hein, fait la petite salope. y a pas de jugement, hein, juste je cherche à comprendre. Non, l'idée c'est que je savais qu'il avait ça dans son style de jeu, je savais que ça allait le rendre complètement fou.
Enfin, je savais qu'il était très 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 agressif. Et je me suis dit, quand il va voir ça, il va genre pot turn, pot river et je vais gagner 20 blindes, tu vois. Je m'attendais pas à ce que ça parte autant en sucette. Mais quand j'ai vu son regard au moment où j'ai call flop, j'ai compris que ça allait glisser sur un terrain que je ne maîtrisais plus. Et quand il a fait 2 fois et demi pot turn, je me suis dit, bon Flavien, est-ce que tu dois assumer jusqu'au bout ce qui s'est passé, quoi. Et Bah, bon, j'ai en assumé. vrai, tu l'as manipulé. Et la jouissance d'avoir manipulé le gars et d'avoir fait la bonne décision, c'est quand même cool. Sachant que fort. c'est lui qui a l'habitude de manipuler ses adversaires, donc j'avais quand même cette... Répète-le petite pour quoi. dédouaner, mais ça reste quand même. Mais du coup, mais tu l'aurais vraiment- pas fait contre quelqu'un qui aurait pas eu cette réputation. Ah, c'est sûr que non, j'aurais jamais fait ça. J'aurais même pas réfléchi un instant à faire ça, de toute façon. Ok. Mais le truc, c'est que là, moi, ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est le moment où je suis retourné à table et que j'ai vu les 4 blindes siège vacant. Je me suis dit, là, je l'ai bien eu. T'as mis les pieds sur la table, croisé, un petit cigare et hop, Exactement, allez. exactement. Et Tu l'as sinon, sur une recroisé note un après peu plus... jamais trop vite fait, quoi. Des tournois à gauche à droite, mais jamais trop discuté. Et sinon, j'ai genre une autre main qui dure 10 secondes, si vous voulez, sur une anecdote d'un satellite. C'est qu'un jour, sur un satellite, c'était pour les Partouches Poker Tour. Il y avait les super satellites à 1200 là, pour se qualifier aux Partouches à 10 000, je crois. Et on est à la bulle. Et je me retrouve à faire tapis roi-dame en bataille de blindes. Et le joueur en face me couvre. Et du coup, il a 2 rois. Et il a un call évident, hein, du coup. Et on est peut-être, je sais pas, il y a 50 tickets, on est 60 left. Et il me couvre très largement. Il a un call évident avec 2 rois. Et il a pris genre 5 minutes pour me call et il masse le roll. Parce que c'était vraiment... Lui, c'était une petite salope. Et c'est un C'était mec le cousin qui, de Roger. c'est vraiment un enfoiré, ce mec. Je vais pas le citer, mais c'est vraiment un enfoiré. Et il masse le roll pendant je sais pas combien de temps. Et au final, il était tout content de montrer 2 rois. J'avais roi-dame. Et je lui ai fait As-Valet 10, les gars. Allez, chais Allez, Je lui ai fait As-Valet 10. ça doit être jouissif d'un point. Ah, j'ai kiffé, incroyable. mec. Ah, j'ai kiffé. Magnifique. Et il C'était s'appelait un mec, un pote ou juste un vrai connard, quoi? C'était non, pas non, un pote c'était qui un t'a pote. se le roll pour le délire, tu vois? Bah, déjà, un pote me ferait pas ça pour 10 000 balles, tu vois. Enfin, Ouais, pour 10 fais balles, pas c'est vrai ça. que c'est bizarre. Et non, c'est vraiment un mec qui est réputé pour faire que des saloperies comme ça. Ok. Qui s'appelle Bip. C'est quelqu'un qui joue encore ou pas? Incroyable. C'est quelqu'un qui joue encore. Putain, non. Ok. Et pourquoi tu veux pas le dire? C'est bizarre Je de veux donner dire, l'info comme ça. Le C'est prénom plus pour commence par l'anecdote d'un mec qui masse le rôle que j'ai niqué, quoi. Juste le nom de famille. Mais je ça vois pas commence par l'intérêt de Matt, name, ça en finit fait, par The Stars. Ah oui, Euh, mais moi, de toute façon, j'ai une politique du slow roll qui est, je trouve ça assez pitoyable, donc j'aime pas, même pour le fun. Alors, dans des home games entre potes, il y a évidemment pas de souci, hein, mais online, je vraiment, non. Un mec que tu connais pas, tu slow roll pas, de toute façon. Non, mais que tu connais pas, non. Et je l'ai slow roll malgré moi hier, moi. En TF de l'horizon. Que des C'est salopes génial. sur ce Ni podcast. troll, du coup. Non, c'est pas un e-troll, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire une petite animation quand je pars à tapis, c'est que je mets un petit emoji et je mets un petit dé dans le chat pour maximiser ma chance, enfin de la manipulation de soft. Mais d'habitude, je fais ça quand je fais tapis et que je me laisse une blinde. Parce que les gens, ils savent que je suis commit. Sauf que hier, il y a le Avec chip des leader as. qui fait tapis au bouton. Et moi, j'ai As-Roi en big blind. Du coup, je suis là comme un gamin. Oh les gars, on a As-Roi, machin, c'est génial. Attendez, je fais le petit dé. Et normalement, je dois attendre de mettre les mots, que la time bank soit vidée pour vraiment maximiser les chances au niveau du soft de Wina. Et du coup, en fait, je laisse le roll début time bank avec As-Roi. Et il avait Dame 8 et Dame au flop. Et voilà, de rien. Du coup, comme ça, je comprendrai la prochaine fois qu'il faut pas. Juste pour les gens qui regardent ce podcast et qui voient 3 personnes sérieuses qui discutent depuis un petit moment, sachez qu'il n'est pas sérieux là. Hein. Il n'y a pas de manipulation de soft. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Ah, tu te Ah, sens Non, Adrien, arrête obligé ce de poker préciser face ça, tout de quoi. suite. Non, Non, mais ouais, parce que le mec, il est hyper rationnel, il fait que de nous le dire depuis tout à l'heure et tout, et là, il nous balance ce truc-là, sachant qu'il gagne un token par semaine à 10K sur Winamax, c'est un peu louche sinon, donc il faut préciser quand même. T'as raison, garde ça pour nous, Flav. C'est bien joué. Adrien, est-ce que tu veux enchaîner avec ton quiz? Bien sûr, un quiz que j'ai enfin préparé. Je suis assez fier. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai sous-traité mon quiz. À qui? Oh non, encore. Mais la dernière fois, t'avais déjà fait ça et c'était pas les bons pourcentages. C'est Camille? Non, c'est Non, ma il était sur modératrice Poker Stratégie, préférée. machin truc. C'est Gwen, WWF. Ok. C'est-à-dire que hier dans le chat, j'avais une idée de quiz. Enfin, non, j'avais pas d'idée en vrai. Et du coup, j'ai donné une thématique et il y a plusieurs personnes qui ont participé. Donc, c'est un quiz collaboratif concernant Portugal. Alors, du coup, Wow. c'est parti. Il est probable même que ce quiz soit plus qualitatif que ceux qui ont été faits dans le passé. Ah, si c'est pas lui Je qui l'a pense, fait, c'est je possible. pense. Du coup, il y aura 5 questions, donc forcément, il n'y aura pas d'égalité à moins que vous donniez la même réponse. Donc en fait, s'il peut y avoir des égalités, ça concerne le Portugal et notamment le Estoril Poker Fest qui 11 commencera millions lundi d'habitants. prochain. Lisbonne. Non, c'est pas Non. ça. Pardon. Alors, quelle est la date d'inauguration du casino d'Estoril, s'il vous plaît? À un mois près. À un mois près? C'est dur. Non, c'est celui qui est le plus près qui aura un point.
Je dirais bien. Pour ça, faut savoir 2003. que Robin t'habite à Août Lisbonne, c'est bien 2003. ça? Ouais, bon, Ah, ouais. août 2003. Septembre 2003. Oh, la poker face, là. Oh, l'enculé. Mais les gars, vous êtes à l'ouest. Ah, vas-y. C'est une Ah, blague. je vous laisse une deuxième chance. Bah, ça veut dire que j'ai Non, gagné. pas de deuxième chance, j'ai pas d'infos. Si on est à l'ouest, c'est que j'ai gagné. C'était bien antérieur. C'était bien avant ça, du coup. Ah, c'est ça, c'est le 16 janvier 1916. Ah, mais moi je pense. Déjà, t'as dit mois, donc pour moi c'est que c'était récent. T'as dit mois et non année. Enfin, à un mois près, machin. Oui, bah j'ai le droit de. C'est pas un news, c'est juste que je voulais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, alors c'est Ok. rien. Un zéro, pour hein. moi, Il n'y a pas c'était- besoin de refaire un zéro. Ouais, il y a un moi, zéro c'est pour bon. toi. Pour moi, dans ma tête, c'est qu'il y avait un truc hyper tricky et que du coup il était récent, tu vois. En Vous plus, imaginez, en mais- plus, il a encore fait sa salope. C'est puni, hein. C'est bon. Ça sera Bah, démonétisé, c'était pas loin donc ça finalement. dépend. C'était au-dessus, mais pas loin quoi. Ouais. C'est quand même fou, mais 1916, vous imaginez, il a 110 1916, ans le c'est ouf, casino ouais. là. C'est ouf. C'est dingo. Je trouve ça aussi Ensuite, passionnant que j'en ai rien à foutre. Moi, je suis content de savoir. Alors, ça va t'intéresser, Flav. Quel livre qui est devenu un film s'est inspiré de l'histoire du casino d'Estoril? Las Vegas 21. Quel livre qui est devenu un film. Et il est bien connu ce film. Oh oui. Casino. Comment? Casino. C'est quoi Casino? C'est un film? Il tente. Oui. C'est quoi comme film? Je connais pas. Bah, c'est un film quoi. Mais de qui du coup? Et il parle de quoi? Tu peux Alors, me donner c'est le un pitch un film qui peu? est légèrement connu, dans lequel il y a Robert De Niro, Sharon Stone. On a le droit de Google là pendant qu'on fait le quiz? Bah non, mais il connaît pas Casino. Ah ouais, Enfin, non, je c'est veux moi dire, qui le Google film ok, la Casino. réponse. C'est quand Ouais, même non, je une connaissais dinguerie, pas. Ok, je Sérieux connaissais pas. S'il connaît pas, c'est que t'as quoi. perdu. Après, c'est pas moi qui Ah fais les bah. questions. Malheureusement, ouais. Ah oui. Je connais peut-être même pas les réponses. Et c'est quoi du coup? Ah, tu te dis rien, toi? J'ai dit, moi, Las Vegas 21, j'en sais rien. Qu'est-ce que je te. Ah, Redis ta question. Casino Royale. Le James Bond de Ian Fleming. Ok. Mais comment ça, il s'est Et inspiré quel rapport avec de- Estoril? Et bah, je demanderai à ma modératrice et je vous donnerai la réponse en dessous. Oh, Mais c'est- l'enfer. Oh waouh, en fait, juste il s'est inspiré parce que genre ils ont pris une photo du décor ou c'était juste Estoril, c'est tout, c'est genre. Alors, peut-être qu'ils l'ont tourné là-bas ou Mais peut-être c'est qu'il y a pas une un- histoire. Attends, pardon, vas-y. Attends, continue. t'as même pas Non, les vas-y, infos. vas-y. quoi. Attends, les gars, l'énoncé c'était quel film C'était quoi quel C'est film inspiré de l'histoire du casino d'Estoril. Quel livre s'est inspiré, qui est devenu un film, s'est inspiré de l'histoire du casino d'Estoril? Mais c'est Ouais. surtout stupide. Ah ok, ouais, bon, ouais, en vrai c'est négociable, mais parce que Casino Royale, il y a juste un passage où il est dans le casino, mais c'est, enfin, je veux dire. Je demanderai vérification. Tu seras prié de faire les quiz pour la prochaine fois, s'il te plaît. quand même. Je mettrai la réponse enfin la réponse explication en commentaire et sinon bah, la modératrice sera virée bien évidemment. Troisième question, celle-ci elle est plus stylée et j'ai croisé mes sources, c'est-à-dire que la question m'a été posée par un viewer, un ancien élève il y a Ok, plusieurs ok. mois. Quelle saga épique s'est inspirée des tenues des uniformes des étudiants portugais? Harry Potter. Harry Potter c'est peux- quoi? C'est un... Est-ce que tu peux c'est un film reformuler exactement Est-ce que tu peux me redire la question exacte, s'il te plaît Quelle saga épique s'est inspirée des tenues des uniformes portugais, des étudiants portugais? Ah, des étudiants. Mm. Ouais, Parce putain, j'ai chier, du coup c'est Harry Potter, mais je suis OP, du coup je vais dire autre chose. Une saga étudiant. Saga étudiant. En vrai, je sais même pas, saga étudiant. Qu'est-ce que ça peut dire High School Musical. Non, je déconne, pardon. J'ai le droit de dire non, Harry non. Potter aussi ou pas Parce que moi je dis Harry Potter. Non. Bah tu peux, et c'est la bonne réponse effectivement. Parce qu'il faut savoir que l'auteur d'Harry Potter qui est chauve, J.K. Rowling. merci J.K. Rowling. Flav, est une écrivaine britannique qui a eu un énorme crush sur un Portugais vivant à Porto. Et donc elle a vécu plusieurs années là-bas et en fait c'est à l'époque où elle a écrit Harry Potter qu'elle résidait là-bas et elle s'est inspirée de pas mal de choses dans cet univers-là et notamment des une uniformes blague des ou étudiants portugais. Elle Non, s'est c'est vrai effectivement Non mais ok, parce qu'elle s'est effectivement inspirée de beaucoup de choses pour Harry Potter, semblerait-il. C'est une controverse d'ailleurs. Ah ouais? Ça, c'est un Ah je savais pas ça. Ok. Il y a beaucoup de controverses là-dessus quoi. Ok, et bah du coup, voilà, donc elle était en crush avec un Portugais, et du coup ça a donné une autre chose. Dans Harry Potter, quelles sont les 4 maisons, s'il vous plaît? Ah, c'est vraiment une C'est question pas, ça c'est pas une question, Ouais, c'est c'est pour amener facile, la ça. question après. Comment on fait là-dessus? Parce que. Non, c'est Ouais, pas moi, une j'ai question, gagné, c'est pour amener... je connais les 4 de base donc. Bon, alors c'est... y a que c'est si quoi, toi tu les as pas que j'ai gagné quoi. Moi, je c'est les ai Pouce- faciles. non, mais c'est pas une J'en ai question, 5, c'est pour moi. amener la suite. Bref, il y a Poussouf, Gryffondor, Serpentard, et c'est laquelle qui manque? Serre d'aigle.
C'est Et Serdaigle. Et la maison Salazar-Serpentard, de quoi tient-elle son nom? De qui tire-t-elle son nom, pardon? Putain, j'ai du mal. Salazar, c'est un dictateur portugais, non? Flav? Bah ouais. Oui. Ouais, bah c'est ça. Mais tu le savais, toi? Bah oui. Bah moi, je Enfin, savais pas du tout. connaissais. Ah, le bluff. Non mais si, évidemment. Et il s'agit mytho, quoi. de Benio Mais- de Oliveira Salazar, qui était effectivement un dictateur portugais qui a régné dans les années 70 au Portugal. Il me semble, je vais regarder, c'est ça, ouais. Donc il est décédé Je en suis allé- 70, Je pardon. suis allé au parc Harry Potter à Tokyo, je l'ai vu ça. Il le racontait. Ok. Je suis en Et train de dernière construire le question. bluff. Ah bah, du coup, attendez, ça fait quoi? Ça fait Estoril, on a un point pour Chauve. 2-1 pour Robin. Ouah, 2-1 Enfin, pour Robin. 3-2. En fait, il a juste Ok. un point de plus que moi parce que les autres on a été ex aequo. Alors, vous pouvez revenir au score, il y aura même une question bonus. Donc, la dernière question. Combien de bracelets WSOP live Joao Vieira a-t-il gagné? Vous pouvez me donner le nombre, et si vous me donnez les events, ça fait un point supplémentaire par event correct. Sachant que tu l'as préparé dans un de tes quiz la dernière fois, Ouais, Flavien. je me rappelle plus. Oui, enfin, Mais- c'était non exhaustif. Moi, je te laisse répondre le quiz. en premier, comme ça, t'évites de copier mes réponses. Bah, il me Oui, c'est semble ça. que c'est 3. Je l'avais dit la dernière fois, mais 3. Je sais qu'il y a le 5K Six Max évidemment qui gagne contre Pierre. Il y a genre un 250K qu'il a gagné, il me semble. Et je sais plus le troisième, je dirais genre, je sais pas, un 10K PLO quoi. Ou 25K. Moi, j'hésitais 25K entre 2 et 3. Et du coup, je vais dire 2. Mais je crois que c'était pas un 250, c'était un 100K, je crois. Et le 5K Six Max. Alors, attends. Rob, tu m'as dit 2 et... ok. Attends, il Alors hésite, déjà, il hésite. ce qu'il faut... Non, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 events. Donc là, ça fait un point pour Flav qui a dit Non, mais il 3. y en a un online, je crois, qui compte pas, non, on a dit. Non, c'est tous des physiques. Non, mais, Il y a effectivement, il y a C'est effectivement le 5K 6 Max que vous avez dit tous les deux. Ok. Et ensuite, Flav a été nous sortir du PLO, mais il n'y a pas de PLO là-dedans. Et par contre, Robin, tu as une deuxième bonne réponse qui est un 100K 8 Max, effectivement. Non mais attends, il y a autant de points pour l'event que pour le Égalité. nombre de bracelets. Égalité. C'est tu te fous de Ah ma oui, gueule. pour le nombre de trucs. Bah oui, non, clairement. Et en plus, il avait déjà un point d'avance, donc il n'y a pas match, hein, c'est Robin qui gagne. Ah super. Merci. Et puis peu lui, de il fait pas justice dans d'angle ce monde de shoot. salade. Il y a une Ouais. justesse tout de même là. Ouais, Ouais, je vois qu'il y a un petit groupe qui est en train de se créer à l'intérieur. c'est ça. C'est comme ça. Est-ce que tu passes regarder les streams de Dump Trip, toi? Non, voilà, ça crée du lien. Ouais, enfin, moi, Ça je crée t'ai du- répondu derrière, t'étais déjà plus là, j'ai remarqué. Hein. Ah, en C'est vrai, juste que moi, je mets je- mon message, je suis présent. Ah, le petit s'est réveillé, désolé. surtout que Ouais. c'est faux. En plus, moi, je passe le voir. J'irai pas jusqu'à dire que je suis agréable dans le chat, mais je passe. Hein. Ah bon. C'est peut-être là le problème. Qu'est-ce que vous T'avais avez pensé une de ce question quiz bonus qui ou pas sortait un peu du. Non, c'était Ah c'était sur les events la question Ah, bonus. ok, ok. Bah, très bien, très sympa. Beaucoup mieux que les tiens. Et, Ok, je donne un 3 sur 10. 3 sur 10, t'es un bâtard. Moi, Comme- j'aurais dit comme ton 6,5 nombre de sur points. 10. 6,5 sur 10. Parce que question incomplète, question moyennement relation avec le poker. Mais, Ouais, moi, je suis toujours un peu sur le cul de l'histoire du Casino Royale. Je crois qu'on s'est un peu foutu de notre gueule. Ouais, Ouais, sans ouais, ça je vais explication en demander. plus, quoi. Je vais envoyer un message à Gwen tout de suite, je lui dirai oh. Un peu limite cette histoire. Puis Adri a même pas cherché à mytho, quoi. À inventer un truc ou. Il a give up. Il aurait pu essayer de nous pipoter, nous raconter un truc. C'est Flavien, vrai. il aurait. Vous savez été premier quoi degré. Vous savez quoi Le prochain quiz, c'est moi qui vais le prendre. Et là, vous allez voir, ça va être pas mal. Ok. Bah, je crois que c'est toi qui l'as le prochain quiz. Écoutez, il nous reste une petite catégorie à faire, c'est le Starch Ben Cut. Alors, je vous avoue que j'ai pas passé ma soirée à vous trouver, à vous trouver un C'est de truc. pire en pire. Il y en a plus un qui bosse. J'ai fait Quoi la miniature. Moi, je fais des runs des runs HRC, de satellite et tout. là. Attends, c'est la première fois que tu bosses en 20 épisodes. Calme-toi, Flavien. Non, c'est faux, Ouais. c'est archi Calme-toi. faux. C'est horrible. 20 Du- épisodes, hein, 20. VN GTS, important. L'épisode. Et du coup, bon, il y a une miniature sur l'espace, etc. Donc, mon Starch Ben Cut, c'est. Vous partez en mission dans l'espace pendant 6 mois. Avec qui vous partez dans la navette spatiale? Pierre Calamusa, David Iquitaille ou Alexandre Réard? Oh. C'est je la trois trouve bons pas choix, facile. je pense. Oh, c'est dur. Bah, c'est pour hyper ça que c'est dur. dur. C'est pour ça que c'est dur. Alors, moi, je vais commencer. Déjà, je vais Et il cut faut Alexandre justifier tous Réard. les choix. Ah, moi, je vais cut Alexandre Réard. Je pense qu'il trop de testostérone, trop de chaleur, trop de volume, trop d'espace, trop de sueur. Dans une navette spatiale, c'est confiné. Je pense qu'au bout de 24 heures, ouais, non, ça passe pas. T'as peur Et qu'il après, t'enfile.
C'est ce que j'ai essayé de dire d'une manière un peu plus subtile, effectivement. Surtout que pendant 6 mois, c'est assez long, donc ça serait douloureux. Bref, ensuite, il reste du coup Pierre Calamusa et David Iquita, et là, c'est le marteau ou l'enclume. C'est-à-dire que Pierre Calamusa, à mon avis, au bout de 3 jours, il te met une tête énorme et t'en peux plus, t'as envie de sortir avec ton scaphandre et de dormir dans l'espace accroché au truc d'oxygène. Et à l'inverse, David Iquita, il est tellement mou que du coup, tu te fais chier à 100 sous de l'heure et les 6 mois, ils te paraissent 6 ans, quoi. Donc, Moi, je sais avec qui je coterais Dom Trip, ça c'est sûr, s'il était dans le trio. par amour, je vais partir pour David Iquita parce que c'est quand même le GOAT, et du coup, je bench Calamusa. Flav? Et bah, c'est bien parce que je vais avoir un start bench cut complètement différent d'Adri. Je pense que je cut Dave parce que je crois qu'il n'y a pas de fumoir dans l'espace. Et que ça va pas. Je pense que ça va être dur à vivre. Du coup, je le cut. Et je lui épargne ça. Je lui épargne ça, en fait, tout simplement. Gros à quoi dans l'ISS? Je pense qu'il serait très agréable à vivre au quotidien. Hein, mais je lui épargne ça. Et ensuite, je vais start Pierre. Parce que juste Pierre est un de mes meilleurs amis. Et que je sais que Pierre, contrairement aux idées, pour être juste sur un sujet un peu plus sérieux, mais pour en ressortir de l'idée qu'il va être une boule plein d'énergie, qu'il va prendre la tête, machin, bah c'est l'inverse. Hein. Il est au contraire très calme au quotidien. Et que j'ai déjà été en coloc avec lui. Et je sais que ça a été un des meilleurs colocs avec qui j'ai été. C'est la personne qui, quand je lui disais ok, ça me saoule, qui était extrêmement à l'écoute et qui modifiait sa manière. Alors, il faisait n'importe quoi. Tu sentais que c'était le mec qui, voilà, il faisait n'importe quoi. Un jour, je me suis réveillé dans la nuit, il avait laissé le gaz ouvert. J'avais l'impression que j'allais crever, quoi. Donc, l'appart, il était rempli de gaz et tout. Lui, il fumait dans la nuit, il aurait pu faire exploser l'appart, tu vois. Il faisait n'importe quoi. Mais dès que tu lui faisais une remarque, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, peut-être que je vais le cut en fait, parce qu'il est dangereux. Ouais, si tu mais non, mais c'est un peu problématique. Si laisse le mec, cette anecdote est vraie, ça va pas aller. Hein. C'est que ta anecdote, j'ai ouvert toutes les fenêtres et je suis resté pendant 3 heures dans le salon pour éviter qu'ils viennent fumer mes colocs parce qu'il avait laissé le gaz en rentrant de soirée, quoi. Bon, bref. Et non, mais c'est quelqu'un qui s'adapte vraiment très bien. Et quand tu lui dis, ok, j'en ai marre de ça, je veux que ça change, et bah, il était hyper à l'écoute et c'était vraiment un super colocataire. Donc je pense qu'il est assez facile à vivre. Voilà. Et du coup, bah, je bench Alex. Ok. Bah écoutez, dans le chat, si vous voulez nous donner votre avis, n'hésitez pas, les gars. Il faudrait faire pareil, mais avec nous 3. Putain. Bah on vous pose la question dans le chat, les gars. Ça va nous aider un peu pour le référencement. Vous devez partir dans l'espace avec un de nous 3. Exactement. Start, bench, cut. Qui vous prenez en start, qui vous prenez en bench et qui vous prenez en cut. Mec, je sais très bien que je vais me faire cut. Je me fais cut par tout le monde, c'est tellement sûr. Ah ouais. Ah mais toi, Flav, tu as une tête pareil, à tout le monde, Flav. Ah ouais, tu ferais des explications au crayon pendant 6 mois, c'est un enfer. Ouais. Attends, je pense qu'Adri progresse pas mal. En termes d'explication crayon longueur, Adri devient bon aussi. Hein. C'est vrai qu'il a fait quelques petites sorties de piste aujourd'hui là. Il était lancé là. Mais je pense qu'il s'est couché tard, l'ETF de l'horizon. Mauvais pied, lever du mauvais pied, tout ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, c'était un plaisir. Moi, j'ai pas réfléchi en vrai. Je sais pas trop. Je pense que je start Alex, je bench Pierre et je cut Dave. Voilà. Je pense que... Ouais. Pourquoi tu startes Alex? Parce que je le connais pas. T'es hétéro-curieux? Ouais, hétéro-curieux. Je me dis, ça peut être sympa. Un mec plein de testostérone. Non, mais il a l'air posé. Il a l'air d'avoir plein de facettes intéressantes. Ça peut être cool de le découvrir, etc. Celui que je cerne le moins dans les 3. Pierre, je pense que tu t'ennuies pas. Il est partout. Il peut te parler de trucs sérieux comme de sa famille, etc. Peut t'assassiner également, du coup. Et Dave, ouais, je lui évite de partir trop loin de sa famille et fumoir. Ouais, très bon prétexte pour le cut. Et par contre, pour le niveau jeu de société ou même poker, si tu passes 6 mois à jouer contre l'un d'entre eux, ça doit quand même être difficile mentalement, quoi. Hein. Dave, il doit avoir des rides monstres sur toi, tu regardes à peine ta main, il sait ce que t'as. Pierre, il doit t'harceler Pierre, les jeux de société, c'est dur, faut lui expliquer les règles 50 fois et même 50 fois, ça suffit pas, faut recommencer. Ah ouais? Une chance qu'il est c'est un peu l'enfant dissipé. Ouais, du coup, t'as 6 mois pour lui apprendre les règles, ça devrait aller, quoi. Ok, bah j'espère que ça vous aura plu dans le chat. En tout cas, encore merci pour tout le soutien, tous ceux qui nous laissent des commentaires sur les plateformes et sur YouTube. Encore merci les gars, on apprécie. Et puis on vous dit dans 2 semaines pour le prochain épisode qui sera sur une thématique qu'on n'a pas encore définie. Donc voilà. En attendant, on fera un petit débrief de la table finale de Dumb Trip sur les Story Poker Fest. Oh le gros jinx. Ouais, et n'hésitez pas à nous donner votre petit chrono pour restaurer aussi qui arrive très très vite. Allez, des bisous les gars, j'ai le table et à très très vite. Ciao ciao. Merci à tous, ciao ciao. C'est podcast. Ton moment poker, c'est sûr. Surtout si tu grindes dur. Avec Flavien, Dumb Trip et Chauve qui peut. Des cartes qui dansent, des jetons en feu. Installe-toi, on joue un peu.
Check, raise, fall ou tapis, c'est la vibe ici. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. C'est fall ou tapis, c'est la vibe ici. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. C'est la vie. C'est poker, c'est la vie. C'est la vie. Chaque main un défi, c'est poker, c'est la vie. Les blinds montent, la tension aussi. Un bluff bien placé, magie garantie. Flop, turn, river, ça joue la folie. La table s'enflamme, mais toi t'es précieux. Un as dans la manche ou rien dans les mains. Les cœurs qui battent, les nerfs sur le chemin. C'est un jeûne, une danse, un refrain. Chaque partie, un destin. Check, raise, fall ou tapis, c'est la vibe ici.